Hey, bienvenue pour un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Christophe Pourcelot. C'est le fondateur de la méthode Impact Cross Training. Il a écrit 7 livres à succès sur cette méthode. Il a plusieurs déclinaisons. C'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant pour la plupart des gens. C'est adapté aux arts martiaux, aux sports de combat. Il a des approches, on va dire, différentes en fonction de ses objectifs et également du poids de corps. Donc ça permet de s'entraîner sans matériel, ce que beaucoup de gens apprécient, pouvoir s'entraîner toute l'année très facilement. Je suis sûr que cette conversation va te passionner. Je te laisse tout de suite la découvrir. Is the moment you have been waiting for. It's time! Christophe Pourcelot, Impact Cross Training, c'est ça? C'est ça. Bah écoute, je suis super content de t'avoir sur le podcast. J'aimerais bien du coup qu'on discute un petit peu déjà de ton parcours et de voir comment tu es arrivé à créer cette méthode. Mais j'aime bien déjà connaître le parcours des gens parce que souvent on comprend un petit peu où ils en sont aujourd'hui avec ce qu'ils ont vécu. D'accord. Donc toi, je sais que tu es fan de Belmondo. Yes. Voilà. Ça a Là, été, tu viens de tout résumer. c'est mon ça. Parcours. C'est fan de Belmondo et c'est lui qui t'a un peu inspiré. De ma façon d'être, ma façon de vivre. Depuis tout gamin, en gros, pour comprendre mon parcours, c'est ça. C'est gamin déjà fan de Bébel. Ouais. Donc voilà, les cascades, les tartes, la police à l'ancienne. Ouais. Et tu rajoutes ça, les Rocky, les Schwarzy, machin. Et puis voilà, t'as compris le parcours. Ça marche. Donc on était déjà dans une notion, pour moi en tout cas, pas de musculation là-dedans, hein, ça respire quand même la testo, les muscles, etc. Mais pas que ça, tu vois, pas que de la démonstration de muscles. Ouais. Fallait que ça bouge, fallait que ça soit quand même, qu'il y ait une direction dans tout ça. D'accord. Et forcément, après moi, j'ai fait des études qui m'intéressaient pas, plus pour faire plaisir à la famille, machin, à mon père, tu vois, F3, électrotechnique, un truc comme ça, lycée technique à Puteaux. Bref, un bac que j'ai jamais eu, sauf 19 en sport. Sinon, je crois que j'ai eu 3 de moyenne générale. Enfin, d'accord. bref. Et tout de suite après ce bac foiré, je rentre à la fac de droit à Nanterre avec ce qu'on pouvait faire à l'époque. Je sais pas si ça existe toujours, ça s'appelle une capacité en droit. Tu pouvais réintégrer un petit peu le cycle universitaire au bout de 2 ans. D'accord. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai pas trop patienté, j'étais pas trop dans le délire en plus de la fac de droit. Il commençait à y avoir un décalage au niveau de l'âge. Et je suis vite rentré après en école de police. Alors au début, je voulais faire les officiers. Finalement, je suis rentré en école de gardien de la paix. Alors, les officiers, c'est quoi exactement? C'est à partir de lieutenant, capitaine, commandant, etc. D'accord. Donc, c'est un grade de commandement, mais c'est toujours dans l'image que j'avais de la police, tu sais. Bébel, il était commissaire, donc il fallait être là-haut, quoi. Puis après, tu t'aperçois que c'est la base qui fait tout le boulot. Enfin, non, il y en a pour tout le monde, mais voilà, c'est la base qui est dehors. Et moi, ce que je voulais, c'est être dehors, bouger, courir après le bandit. D'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai une formation quand même, voilà, à la base de policier de terrain. Ouais. Je me suis éclaté dans la police avec pas mal de services. Et pour diverses raisons, après, je suis rentré en service formation. Et là, pareil, je me suis vraiment éclaté à la formation. À la preuve, j'y suis toujours. Donc, la formation, ça consiste... Ça consiste à former les gars en formation donc continue, pas initiale, hein, pas en école de police, en continu. La pratique du tir, la manipulation des bâtons télescopiques de défense, le fameux taser, etc., les armes d'épaule, les armes de poing... voilà, les formations d'intervention, voilà. Et tout le monde bénéficie, parce que moi, je sais j'ai un syndicat justement de la police qui m'avait contacté à ce sujet-là, et de ce que j'avais cru comprendre, c'est qu'il y a un peu justement un manque dans la formation continue de la police. Du coup, est-ce que c'est certaines unités qui en bénéficient, ou c'est que tout le monde ne le fait pas? Non, effectivement, il y a un décalage entre certains services d'intervention qui bénéficient de leur propre service de formation en interne, et nous, on forme les services un peu plus généraux, on va dire. Ouais. Ça va jusqu'au bac départemental, quoi. Et eux, c'est très dur. En interne, c'est très dur de venir se former, parce que justement, en plus, depuis 2015, je te raconte pas la pression au niveau du terrain, quoi. Donc, il n'y a pas que les moyens, quoi. C'est aussi la pression exercée sur les collègues qui fait que pour se détacher des chats pour venir 3 ou 4 fois tirer dans l'année, c'est déjà énorme. Alors, en plus, faire d'autres stages, c'est mission impossible. Et moi, ça me paraît fou parce que, en tout cas dans les arts martiaux, les sports de combat, mais c'est comme ça dans toutes les activités en réalité.
tu sais très bien que si tu pratiques quelque chose 3 ou 4 fois par C'est an, pas assez. non, c'est nul. même si déjà, il faut avoir atteint un niveau d'excellence, on va dire, pour réussir à garder quelque chose en faisant que 3 ou 4 fois par an. Mais même là, même si tu étais excellent, je pense qu'en faisant 3 ou 4 fois par an, ça va se dégrader. Et surtout en beaucoup. situation de stress. Ouais, et c'est ça. Une dégradation énorme de la technique. Oui. Et tu retiens peut-être 10% de tout ce que tu as vu. Voilà. Donc, non, c'est pas assez. C'est pas assez. Faut le dire, c'est pas assez. C'est ça qui est fou, quoi. Mais c'est une question de moyens. Alors, il y a une question de moyens qui est évidente. Ouais. Moins depuis 2015. Il faut avouer que maintenant, il y a quand même plus de moyens au niveau du matériel. Mais au niveau humain, c'est une catastrophe. Nous, on n'est pas assez à la formation. Sur Paris, en banlieue, pas assez. Il faudrait se démultiplier. Alors, pareil, nous, on nous presse aussi pour être à droite dans le 94 pour assurer une mission sur Paris. Après, revenir chez toi sur le 92. Mais on doit être partout. D'où aussi, moi, depuis un peu plus d'1 an, là, j'ai demandé à travailler en service de nuit. Donc c'est exactement la même chose, hein. Si ce n'est que pour tout ce qui est formation en extérieur avec le fameux G36, c'est fermé la nuit. Hein, donc on en G36, le G36, c'est la nouvelle arme d'épaule, si tu veux, le nouveau fusil d'assaut en dotation dans la police. Avant, il était réservé aux services d'intervention et ça s'est étendu un petit peu à tous les services. Et ça, il y a un besoin énorme de formation en habilitation et en recyclage. Et maintenant, on utilise aussi dans d'autres stages qu'on appelle les stages tuerie de masse, hein, surtout le niveau 2 avec les bacs. Donc, on est toujours à droite, à gauche, c'est sac à dos. Et moi, j'ai voulu me poser un petit peu par rapport à mes enfants, par rapport à mes entraînements, à la salle, etc., à l'association. Je passe en service de nuit où il n'y a plus ces formations extérieures, mais tout le reste est toujours là, donc je m'éclate. Et à la nuit, on prend plus le temps, c'est vrai, avec les collègues, pour faire des formations, je pense, de meilleure qualité. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon ressenti. Après, le danger est peut-être aussi perçu différemment de nuit. Donc, tu as peut-être cette sensation d'avoir plus besoin d'être vraiment performant encore. Tout à fait. Et du coup, comment ça se passe, en fait, les entraînements de tir et tout? Est-ce que c'est uniquement du tir sur cible ou après, c'est du tir tactique en déplacement? Alors, hélas, on n'est pas à Bièvre, on n'est pas dans le stand de tir du RAID qui est à 360, là, tu peux tirer partout. Mais il y a vraiment des trucs sympas. Alors, effectivement, il y a des séances de tir classiques sur cible. Sur le 92 et maintenant sur tout Paris, on a la chance d'avoir un collègue qui a créé un dispositif EVA, qui est un dispositif à tir réel, mais sur des situations de vidéo projetées, si tu veux. Très intéressante. Et ça, on en fait 1 à 2 fois par semaine, en tout cas nous à la nuit. Donc ça, c'est un réel plus. Et effectivement, il y a des séances qu'on appelait avant de GTPI, donc de tactique. Et là, on peut pas tirer. Donc c'est vraiment de la progression, du placement, etc. Et tout ça accumulé, ça donne quand même des bonnes bases. C'est quand même, on peut faire du bon boulot, déjà. Mais 3 fois par an, c'est pas assez. Non, c'est pas assez, Faut en faire plus. Après, est-ce que, on va dire, le flic lambda a besoin de sortir son arme et de l'utiliser très souvent? Alors, hélas, de plus en plus. Hélas, de plus en plus. Et même en le faisant de plus en plus, il y a toujours cette peur de sortir l'arme. Parce qu'il faut savoir que t'as emmerdé, pas possible. Bon. Moi, j'avais été un peu choqué, là. C'est comme ça. C'est celui qu'ils avaient appelé, je crois, Kung Fu Cop, tu sais, la voiture qui avait pris feu et tout. Mais il avait été super gentil, le mec. Hein. Parce qu'il fait 2-3 parades, machin, il attend, mais... Là, enfin, tu vois, si dans cette situation-là, on vient de lui mettre sa voiture en feu, on l'attaque avec une barre de fer et que tu sors toujours pas ton arme, là... Voilà, la fameuse peur de sortir l'arme. En plus, t'avais tous les gars de BFM, machin, t'imagines. Bon, la France, c'est la France. Hein. Mais enfin, moi, j'aurais compris qu'il sorte son arme, tu vois. Bien sûr. Mais là, toi, tu l'aurais compris parce que, tu sais, t'es dans ce milieu-là, des sports de combat, tu sais ce que c'est qu'un conflit. Tu sais où ça peut mener. Nous, on est quand même dans un... Voilà, surtout sur Paris, il y a des bobos. Sors ton arme, mon Dieu. Mais je sais que j'ai un de mes élèves qui est GPSR depuis très longtemps et il me raconte souvent... Dès qu'ils font une intervention, les gens ils sortent le téléphone et ils crient violence policière, tout ça. Alors, le mec là, il a fait crever quand même. Il passe à la salle de la mort, quoi. Ah non. Et là, faire ses esquives, bon, tant mieux, hein. Ça s'est bien passé comme ça, mais. Non, mais voilà, on dit pas qu'il aurait dû tuer l'autre en face, mais déjà la simple menace d'une arme, ça peut stopper la situation, quoi. Et puis des situations comme ça, t'en as des centaines. Donc, je respecte énormément les collègues de voie publique actuellement. Moi, j'y suis que très rarement maintenant. Ils vivent là une époque qui n'est pas facile. J'ai encore, moi, connu une époque où c'était déjà... fallait faire gaffe. Hein. Mais les anciens nous disaient, attends, c'est pas comme avant. Bon, il y a toujours ce truc-là, c'était mieux avant. Mais on a pu quand même intervenir. Là, maintenant, c'est chaud. Hyper méga...
je dirais pas professionnels, parce qu'on l'était avant et ils le sont, Hmm. mais ultra déontologiques, on va dire. Ouais. Beaucoup trop. Hmm. Et voilà, en face. Ouais. Enfin bref. Ouais. Voilà pour le débat, niveau police. Niveau police. Donc voilà, donc moi j'ai cette formation de policier que j'adore et que je continue. J'ai pas pris de détachement, j'ai pas pris de ce qu'on appelle nous des mises à dispo Mhm. pour pouvoir plus écrire ou plus faire de sport à côté. J'estime que c'est une chance énorme d'avoir ce statut de fonctionnaire de police. Mhm. Par les temps qui courent, voilà, moi j'aurai ma retraite, ça tombe tous les mois, je m'éclate dans ce que je fais, Hmm. donc ça je le garde. Ouais. Et à côté, j'anime cette passion, j'entretiens cette passion pour le sport que j'ai toujours eu. Je dis souvent, moi, à mes amis, ou quand je fais des stages à droite à gauche, que j'ai commencé le sport vers 6 ans, je pense, ouais, c'est CM2, avant de rentrer en 6e, quoi. T'as commencé par quoi? Alors moi, mon père était prof de plongée et il faisait pas mal de judo aussi. Donc D'accord. c'était ceinture de judo. Donc plongée, judo, natation, ça a Mhm. commencé par ça dès la 6e. Ok. Et je crois que j'ai jamais, comme je le dis souvent, je fais beaucoup d'introspection, mais Hmm. je crois que j'ai jamais eu de semaine ou même 3-4 jours consécutifs où dans ma vie, j'ai pas fait de sport. Ouais. Toujours. Hmm. Alors bien sûr, la musculation, t'en fais pas à 12 ans. Non. Mais quand c'était pas la gym au collège, c'était voilà, la natation, la plongée sous-marine où on nageait beaucoup, c'était le judo, c'était dès que je suis rentré dans les années 90, fin des années 90 dans la police, j'ai découvert la boxe pied-point avec des cadors, c'était génial. Hmm. Et il y a toujours eu des semaines, quand c'était pas le kim, c'était les gants, c'était la course à pied, c'était aller nager, c'était la muscu. Alors, départ un peu comme tout le monde, beaucoup de poids de corps, avant la méthode l'a fait, mais Ouais. beaucoup de poids de corps. Après, il y a eu les charges. Toujours ça. Et je veux le maintenir en tant que passion, ce truc-là. Hmm. Je veux pas en faire un métier à part entière, Ouais. parce que je pense que tu sais ce que c'est. Enfin, Hmm. quand t'as besoin de ça pour manger, Hmm. tu le vis plus pareil, le truc. C'est Ouais. plus le même délire, C'est c'est plus le différent. même stress. Alors, tu es plus professionnel. Moi, je suis Mhm. pas du tout professionnel, entre guillemets, dans ce que je fais. Je m'investis pas comme toi dans... C'est bien, c'est génial ce que tu fais, là, les podcasts, le matériel. Hmm. T'as vendu de matériel, mais c'est top. Forquette. Merci, merci. Mais moi, j'adore tes KB. Enfin, bref. Mais moi, je pourrais pas faire ça. Ouais. J'ai pas ce sens et du commerce et de la communication. Ouais. Donc, je communique sur ma passion. Mhm. T'as vu, en général, c'est assez simple. Je parle pas beaucoup dans les vidéos. Je fais mes trucs et si ça Ouais. vous inspire, tant mieux. Si vous aimez pas, ça sert à rien de critiquer sur la page Facebook ou quoi. Tu Ouais. regardes pas et puis tu passes ton chemin. Ça, c'est toujours la même chose. Ah, c'est horrible. Hein, Ouais, mais c'est un les truc réseaux que sociaux. c'est un concept que j'arrive toujours pas à Ah. comprendre. Surtout qu'on est là dans le partage. T'aimes, tant mieux. Mm. Et puis on est fiers. Moi, Ouais. j'aime bien quand Bah oui. je partage des trucs sympas. Enfin, que les gens adhèrent à ça. Bah Et oui. puis t'as les mecs là qui viennent de je sais pas trop de quelle communauté là qui viennent te faire chier. Ouais. Mais si t'aimes pas, moi je vous regarde pas, tu sais, à la Bah, c'est base. ça, ouais. Je regarde, j'ai jamais ouvert un livre. En gros, il y a deux communautés. Enfin, on va dire peut-être 10% des communautés extrêmes qui me saoulent un petit peu. T'as d'à côté les Lafay, d'à côté en CrossFit. Ouais. Les mecs, je suis conscient que c'est 10%. Hein. Hmm. Donc, Ouais, mais voilà. il en suffit de quelques-uns en fait. Oh là là là, Parce qu'ils vont mon tout le Dieu. temps revenir, ils vont tout se le mettre en temps, groupe ouais. Et contre puis tu sais, toi. ils taguent des potes qui eux après Oui. aussi te mettent la dose. C'est bon, et là t'as envie de mettre les gants, là, viens. Hmm. Écoute, Non, mais on surtout va- que ça on se va passe arrêter jamais ça. comme ça dans la vie, quoi. Mais bien sûr. Parce que dans la vie, justement, on fait Ouais. ce qu'on fait en ce moment. On communique sur le plus, sur le moins, on relativise les choses. Chose impossible sur les réseaux soi-disant sociaux. Mais oui. C'est tout sauf un réseau social. Et je sais plus où on en venait. Ou Ouais. pourquoi on parle Là, de tu ça. disais voilà, que toi, t'étais pris un peu entre deux Oui, voilà. communautés. Entre le truc, c'est du partage gratuit. Ouais. Alors, je vends des livres et tant mieux. Et plus j'en vends et plus je suis heureux. Parce que en France, on a du mal avec l'argent, tu sais. Ouais. Mais oui, heureusement que je vends des livres. C'est du plus énorme dans ma vie. Bah, c'est ça. Moi, je sais que je suis tant mieux. confronté à ça. C'est-à-dire Ouais. que je suis confronté à. Ouais, tu dis que c'est ta passion, mais tu fais du business. Donc, en France, on considère que typiquement français, ça. les deux, c'est pas Ouais. possible, en fait. Alors que si. Ouais. Et en même temps, souvent dans mon quotidien ou dans mon cercle d'amis, ou même pas que de mon cercle d'amis, Ouais. d'autres personnes qui me côtoient, ils trouvent ça génial que j'arrive à vivre de ma passion. Bah, bien sûr. Tu vois. Ouais. Donc on me dit tout le temps, t'as de la chance. Alors Là, c'est moi, pareil, t'es déjà j'aime pris pas le entre concept deux- de ouais. t'as de la chance, parce que Non, pour moi, c'est tout sa sauf vie, de la chance. on se la construit, mais souvent, ce qui revient, c'est t'as de la chance, tu vis de ta passion. Et en même temps, à côté de ça, on me reproche de vouloir vivre de ma passion en faisant Voilà. du business de ma passion. Mais en fait, voilà, je peux être passionné et je peux vouloir vivre de ma passion. Carrément. Et forcément, si tu veux vivre de ta passion, bah, tu es obligé de faire un peu de business, tu vois. Mais tu le fais de manière éthique Ouais. et... Ouais. Enfin, voilà. Ce que tu disais, c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais moi, je suis pas prêt à faire n'importe quoi, tu vois.
pour le business parce que justement j'aime ce que je fais. Et tu veux le faire bien avec ton éthique, avec ta façon de voir les choses. Et je veux pas raconter n'importe quoi pour faire du business, tu vois. J'ai souvent cette discussion, là, j'ai Fouad Esbiri, il y a Ricans qui ont des chaînes aussi YouTube et tout, on discute souvent tous les trois parce qu'on vit un peu la même chose. Et c'est vrai que moi je suis moins, par exemple, que Fouad, l'évolution de YouTube qui est devenue plus du divertissement. Alors que moi, ça fait très longtemps que je suis sur YouTube. Au début, c'était plus des tutos. On allait sur YouTube pour trouver un truc, tu vois, mais c'était n'importe quoi. C'était comment planter un clou. Mais c'était plutôt une plateforme un peu d'apprentissage. Il y avait quelques vidéos à la con, tu vois, mais c'était beaucoup ça. Et avec le temps, c'est devenu un peu presque une deuxième télé-réalité où on divertit tout ça. Et il y en a qui... alors, c'est pas que je trouve pas ça bien, il en faut pour tout le monde, tu vois. Mais t'as des gens qui commencent, par exemple, comme Thibaut InShape, sur de la musculation, apprendre aux gens ou partager sa passion de la muscu, et puis qui... un moment, il est complètement parti dans le divertissement. Et maintenant, il fait quasiment plus jamais de vidéos sur la musculation. Il va tester, il part à l'armée, il fait ci, il fait ça. Et c'est que du divertissement. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais moi, je me sens pas prêt à faire ça. Voilà. Tu restes dans ton domaine de compétences pointues, techniques. Voilà, je suis un professeur, ce que je veux transmettre. Et même si j'ai fait des vlogs, des trucs où je partage un peu mon quotidien, mais c'est toujours mon quotidien lié à ma vie de sportif, de professeur, de tout ça. Mais j'ai pas envie de partir dans du pur divertissement parce que c'est pas pour ça que je suis là, quoi. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas, c'est ça, faut pas se trahir, je pense, pour avancer. Maintenant, ceux qui aiment faire du divertissement, qu'ils le fassent à leur public, 100%, ça marche bien, tant mieux. Hein. Ouais. Mais donc, ça que je voulais dire, c'est que voilà, pour ceux qui savent pas, toi, t'as 6 ou 7 livres, c'est ça? Alors, on va dire 7, mais c'est 6 et 6 bis, on va dire. Parce que le dernier, c'est en 2 tomes. Donc, on va dire 6. Mais comme celui le au dernier, poids de corps, c'est ça? Voilà, c'est la Bible de la musculation au poids de corps. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors, on va en reparler, mais après, je veux juste terminer sur le parcours. Ouais, bien sûr. Le parcours, il est quand, je crois que c'est en 2002, passionné de musculation, mais avec un S, tu sais, de toutes les musculations. Je passe à un brevet d'état à l'époque qui s'appelait la Cumèze. Il était pointu, surtout moi qui étais un gabarit léger en judo. Là, fallait, quand tu passais l'examen, fallait envoyer quand même. C'est là que je me suis fait ma première hernie discale, c'était en préparant cet examen d'ailleurs. D'accord. Et à l'époque, en plus, bien avant justement CrossFit, etc., c'était à la base un BE pour les haltéros. Il représentait, je crois, entre 5 et 10% de... Et tout le monde s'en foutait de l'haltéro. Ça avait l'image du truc en combinaison un peu ringard. Alors qu'en fait, oui, ça a toujours été un sport avec des valeurs énormes et qui développe des qualités physiques et de coordination énormes aussi. Hein. Mais voilà, en début 2000, tout le monde s'en foutait de l'haltéro. On le passait tous, le format culturisme ou force athlétique, un petit peu plus. Et même en culturisme, c'était de l'endurance de force. Mais fallait envoyer, quoi. Mais j'entendais justement... Rudy Koya, je sais pas si tu connais, voilà. De nom, je connais. Alors après, je t'avoue. Toi, tu t'es pas. Tu m'as dit que t'es pas sur les réseaux sociaux tellement tout ça. J'envoie mes trucs. Après, je regarde un petit peu les réactions. Mais je me connecte pas parce que c'est pour moi c'est super chronophage, quoi. Mais c'est ça. Faut que tu commences à regarder. Faut gérer son temps. Du coup, Rudy Koya, moi il me coach actuellement aussi en musculation, mais il expliquait dans un de ses podcasts justement que le niveau du BE avait vachement changé et qu'à l'époque, à Cumèze, lui, il était champion de France justement en haltéro, je crois, et qu'il a à peine eu la moyenne. C'était énorme. Et il dit que c'était hyper relevé, quoi. Moi, je sais plus, je faisais 68 kilos, un truc comme ça, quand je me suis présenté. Et c'était genre, je vais peut-être dire une connerie, hein, mais c'était du 1,5 point à la rep, la barre à 120 en soulevé de terre. Enfin, moi, j'ai pareil, hein, sur tout ce qui est... le bench, j'étais un petit peu mieux, mais le squat, j'en avais chié au squat. Ces fameux demi-points à la rep, tu sais, avec des barres à 3 chiffres, là. Par contre, après, j'avais 20 sur 20 aux dips et aux tractions. Parce que voilà, à poids de corps, j'étais bien. Beaucoup de poids de corps. Donc au final, ça s'était bien passé. Mais l'épreuve, il y avait une épreuve d'haltéro, c'est théorique, il fallait construire une séance, tout ça. J'avais pas bossé ce truc-là. Pourtant, j'avais le top du top en formation. J'avais Marc Bouillot. Marc Bouillot, c'est un dieu pour moi. Et en culturisme, j'avais... Il a fait des livres, lui. Oui. Mais j'avais Thierry Pastel en culturisme. Alors lui, il était dans son délire de la série de sang. Donc au niveau pédale, c'était un peu chaud d'arriver là-bas. Heureusement, j'avais travaillé à droite à gauche. Mais c'était relevé. Les questions étaient bien relevées aussi. Parce que c'était des cadres techniques de la Fédé qui t'évaluaient. C'était pas des manchots, le mec il connaissait bien le truc. Ça avait une vraie valeur, quoi. Vraie valeur. Ouais. Et tu étais vraiment content de l'avoir. Quand tu voyais les pourcentages, c'était entre 20 et 30%, je crois. Donc il l'avait. Je l'ai pas eu la première fois parce que je me suis présenté avec une hernie discale. Et
Dès que j'ai monté la barre, impossible au squat. Hernie discale Donc ça fait un 0. Hein. cervicale? Non, au niveau lombaire, hein, entre la dernière lombaire et le plateau du sacrum. Ah, d'accord. Et je traîne ça depuis 2001-2002. Et c'est arrivé comment? En reposant la barre sur une série de soulevés de terre lourds. D'accord. Je me rappelle très bien, c'était au commissariat de Courbevoie, j'étais tout seul dans la salle. Je me suis mis par terre comme une merde, je pouvais plus me relever. C'est un collègue qui est venu 1 heure après, quoi. Il m'a relevé. Horrible. Oui. Donc voilà, le BE en poche début des années 2000. Je commence à donner des cours. Et j'étais déjà dans cet esprit, tu sais, faut pas oublier Bébel, machin, où je me disais, mais il y a 3, en gros en France, hein, au niveau fédé, on a 3 trucs. On a l'haltéro, la force, donc la force pure, la puissance, et on a le culturisme où on est plus sur une démarche, pour moi, que j'adore, qui est plus philosophique, et dans l'endurance de force. Je me suis toujours dit, mais merde, pourquoi les 3 là, on est des êtres profondément complexes. On a 3 filières énergétiques qu'on active tout le temps. En ce moment, faut pas croire que je suis que dans l'aérobie. Les petites réactions que je fais, on est toujours un petit peu aussi dans les phases anaérobie. On est toujours dans ces 3 filières qui se chevauchent, qui travaillent en même temps. Et je dis, on a ces 3 sports qui développent 3 filières, et en nous, ces 3 filières, elles sont toujours en train d'être activées, désactivées. Pourquoi pas faire une épreuve sportive, créer un sport où on les bosse, ces 3-là? Ouais. Et impossible. J'étais à l'époque, j'avais fait un petit peu mes débuts sur un petit forum de musculation, très sympa. Et les mecs me disaient, mais non, mais soit tu crées un nouveau public, mais dans les publics actuels, tu trouveras jamais des mecs intéressés pour faire ces 3 épreuves-là. Je les ai un petit peu écoutés, donc j'ai pas poussé le truc, et j'aurais peut-être dû plus, tu vois, début des années 2000, parce que maintenant, c'est tout à fait ça, le CrossFit. Ouais. Mais de mon côté, j'ai toujours continué à travailler comme ça, par contre. Et progressivement, je me suis mis à former aussi des mecs, tu sais, chez nous, pour un petit peu les groupes d'inter. Ah, tiens, Christophe, c'est pas mal ce que tu fais, tu mets un petit peu des ejeckomis avant de mettre du coucher, des machins. Ça dirait pas de me préparer, machin. Alors, au début, c'était très amateur. Quand j'ai eu mon BE, ça commençait à devenir beaucoup plus professionnel. Et surtout après 2000, je crois que c'est 2004 ou 2005 que je passe mon examen, ce qu'on appelle les APP, voilà, moniteur de tir, moniteur de sport. Là, je me suis mis à le faire beaucoup plus sérieusement, et ça a donné des résultats énormes. Mais vraiment énormes, les mecs. Mais on le savait tous, on sait qu'on peut être à la fois fort et endurant. Après, on aime bien mettre des cases en France, tu sais. Ouais. Donc, soit t'es fort, soit t'es endurant, mais là, il y a une étude qui dit que tu peux pas te... On peut. À des très hauts niveaux en plus. Hein. Ouais. Faut même pas se dire on peut être moyen partout. Non, on peut être quand même relativement bon partout. C'est ça qui fait que la magie du corps humain, je trouve. Et je me suis même développé ça de plus en plus. Ouais. Ça marchait bien, les mecs cartonnaient sur les tests. Et c'est là que je me suis dit, mais Christophe, c'est là que j'ai potassé sur une méthode d'entraînement, ce fameux entraînement croisé. Alors j'ai regardé tout de suite sur le dictionnaire anglais, entraînement croisé, cross-training, allez hop. Et j'ai créé ce petit truc, et je me suis dit, allez, on va faire un petit programme de 12 semaines pour les gars, qui va mélanger du qualitatif vers le quantitatif. Pour moi, le nerveux, ça doit arriver en premier dans une séance, bien échauffé, on part tout de suite. Et sur des mouvements très techniques, avec des petites séries. Ouais. Et plus on va vers la séance, plus on peut un peu, entre guillemets, bourriner, envoyer des exercices cardiovasculaires qui demandent moins de technique. Et en mélangeant la force, un peu l'haltéro, mais pas trop à l'époque, parce que j'étais pas trop dans le délire de l'haltéro, même si je sais qu'en basket, tout ça, j'utilisais déjà. Mais la force, le culturisme, les sports de combat, et un petit peu aussi tout ce qui est gym athlé. Il y avait des gammes en athlétisme qui m'intéressaient beaucoup, et des mouvements aussi de plio, de réactivité, travail du pied, de la foulée, gainage, dynamique. Génial, c'est une superbe école, l'athlé. Ouais. Bon, les anciens BE, les BE d'athlé avaient tendance un petit peu à s'approprier cette image de c'est nous les coachs des coachs, tu vois. Ça me saoulait un petit peu. Ouais. Mais bon. Et on a de fil en aiguille, je crée cette méthode-là que j'axe un petit peu plus aussi sur le culturisme. Parce que j'aimais ça. J'aime toujours le culturisme. C'est plus trop bon de le dire maintenant. Si. Pour moi, c'est une démarche philosophique interne qui m'intéresse énormément. Et c'est cette fameuse méthode impact. Elle est verrouillée, elle est écrite en 2010. Je balance le projet. Pour moi, l'éditeur qui est le numéro 1, pour moi, a toujours été numéro 1, Amphora. Et figure-toi que j'étais en recyclage APP. Donc c'est 2005. C'est en 2010, c'est tous les 5 ans. J'envoie mon projet et j'en parle à un pote pendant ce stage. J'explique le truc. Tu vois, on mélange un peu de TRX, puissance, machin et tout.
Il me dit, ah ouais, bah, ça ressemble un petit peu à du CrossFit. C'est quoi ton truc? Et il montre les vidéos. Alors à l'époque, c'était pas du tout comme maintenant. Hein. Ouais. Ça a changé très vite. Ça a changé très vite. Ouais. Et autant à l'époque, j'avais dit, ouais, ça a l'air sympa quand même. Et il me montre une pub pour Adidas avec 2 athlètes, un mec qui faisait ses trucs, après t'as une gonzesse qui arrive derrière. Bah, ouais, je dis, c'est bien. Alors je vois tout de suite que c'est quand même typé très altéro. Donc je me dis, on est quand même, c'est pas pareil quoi. Mais dans l'esprit, je me dis, merde, ça me fait chier parce que je me suis fait chier, ça fait 5 ans que je bosse là-dessus. Les mecs, ils avaient déjà tout fait aux États-Unis. Merde. Mais bon, après, bon, j'étudie un peu le truc, je regarde ce qui se fait aux États-Unis, je me dis, bon, c'est pas pareil. C'est pas pareil. On n'est pas quand même dans la même dimension. C'est quand même très compétitif, même à l'époque. Beaucoup d'haltéro, moi, je n'en avais pas beaucoup. Ouais. Bon, c'était des séances très courtes, hein, échauffement, un peu de technique, et après, 21-15-9, c'est terminé, tu rentres à la maison. Maintenant, c'est plus du tout ça. Hein, donc, et en plus, je veux même pas rentrer dans ce système de maintenant, parce que ça fait honnêtement 3 ans, 3 bonnes années, que je zappe tout. J'ai même beaucoup de contacts. Tu sais, les contacts des contacts, t'as des trucs qui arrivent sur ton Facebook, t'as même pas envie de les voir. Je vais masquer la publication. Je regarde plus. Donc comme ça, je reste dans mon truc et je reste... T'as pas envie de te faire influencer. Ouais, soit influencé, ou soit que les gens disent « Ah non mais... » Ouais, t'as copié. Ouais, t'as copié, nana. Ouais. C'est CrossFit. T'avais du poids de corps dedans aussi, de la gymnastique. Ouais. Tu parlais un moment de gymnastique au collège ou au lycée, t'as fait de la gymnastique. Ouais, je faisais des compétitions avec le championnat de France, entre guillemets, des collèges. Là. Que je t'ai vu faire justement des équilibres qui étaient sympas et tout, des transitions pas mal. C'était bien, j'arrivais à faire le tour complet sur la barre, tout ce qui était en arrière, il n'y avait pas de souci. Ouais. Maintenant, quand tu vieillis, t'as peur. Tu sais. Ouais. C'est fou. Puis là, ça. maintenant, on en reparlera plus tard, mais j'ai le dos en vrac, il y a plein de trucs que je peux plus faire. Ouais. Mais oui, la gym, grosse école. Grosse école géniale. Et j'ai tout de suite voulu l'intégrer dedans. Tout de suite. Donc c'est marrant parce que c'est vrai que t'as vraiment pas mal d'éléments communs avec le CrossFit. Oui, non, il faut l'avouer. C'est vrai. Sans le savoir, quoi. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai fait des trucs aussi à l'époque. J'aurais dû chercher avant qu'on se voit, mais il y avait un coach américain qui était préparateur de combattants. Ouais. Et dans les sports de combat, ils sont souvent aussi à la pointe parce qu'ils sont tout le temps en train de chercher les meilleures méthodes d'entraînement et tout ça. Et donc, quand tu es dans le milieu, tu es souvent au courant, même parfois avant les mecs qui sont dans le fitness et tout, des nouvelles tendances. Tout à fait. Parce que les combattants, ils sont prêts à tester des nouvelles choses. C'est des aventuriers. Voilà, c'est des aventuriers. Souvent, je dis des aventuriers de la fonte, de la force, du mouvement. J'adore ça. Et il y avait un mec, je sais plus comment il s'appelait, mais il avait un club qui était dans un sous-sol, un Américain, et il préparait des combattants, et c'était des sortes de parcours comme ça, chronométrés, avec plein d'ateliers différents, et t'enchaînais. Et moi, j'avais ces DVD, et ça m'a vachement donné envie d'en faire. Et du coup, dans mon club... avec des élèves, le mercredi après-midi, on se prenait des Swiss balls, des poids, des trucs, des machins, des échelles d'agilité. Tu faisais tes parcours. Et on se faisait des parcours comme ça. On se faisait des fois par tranche de 5 minutes, des fois par plus. Mais on avait grosso modo une demi-heure à peu près d'entraînement. Et c'est très bien. On enchaînait comme ça et ça ressemblait vachement du CrossFit en fait. Alors sans après, le savoir. Les puristes vont te dire, et ils ont raison, ils vont te dire, attends, c'est du circuit training. Mais tout à fait, il faut l'assumer, c'est très bien le circuit training. Après, ils vont te dire, maintenant, les mecs qui font du circuit, ils font du... Non, ils disent pas qu'ils font du CrossFit. Non. Ça, c'est maintenant. T'as même plus le choix. Maintenant, tu vas faire un burpee, une traction, tu cours. Les gens vont te dire, c'est bon, il est bien ton WOD. Non, je fais pas un WOD. Je fais pas de CrossFit. Ce que je fais, ça fait des années que ça existe. Et surtout, faut surtout pas dire WOD parce que moi. Les avocats, ils arrivent. Ah bah ouais. Je sais pas si toi. Non, moi, j'utilise pas le terme parce que depuis justement ces fameux 2010-2011, j'ai tout de suite vu que le truc, c'était quand même pas de l'amateur et qu'en face, il y avait des avocats. Et surtout depuis que Reebok a repris le truc, très attention à ce que tu dis. C'est une communauté qui est très réactive et très agressive, même. Alors après, ils vont te dire non, on est très agressif parce qu'on a été très agressif. Bon, je rentre même pas dans le débat. De toute façon, comme je te dis depuis 3 ans, c'est zappé complet. Mais il faut faire très attention, effectivement. Il y a des gens qui surfent là-dessus. Et attention, ils prennent beaucoup de risques. J'ai cette chance d'avoir cette antériorité par rapport à CrossFit. Moi, mon nom est déposé à Pat Crossing depuis 2010. En 2011, le premier bouquin officiellement avec le terme cross-training, il sort chez Amphora avant que Reebok rachète le truc en France ou même que CrossFit arrive en France. J'ai cette chance d'avoir d'une part l'antériorité et d'autre part le fait avoué, et je suis fier de dire que je n'en fais pas du CrossFit. Il en faut pour tout le monde. C'est une méthodologie bien à part, avec de l'haltérophilie en charge lourde, on met de l'intensité là-dessus, avec de la grosse intensité sur des mouvements pour moi qui ne s'y prêtent pas. Mais tant mieux si ça plaît, c'est très compétiteur, c'est très communautaire, c'est tout ce que moi je n'aime pas. Donc je suis pas dans les communautés, je suis
pas un compétiteur. J'ai une démarche qui est plus interne, plus intimiste, plus dans le... Voilà, je me retrouve plus dans des activités comme les arts martiaux, le surf et le culturisme, qui sont des activités de recherche où il faut prendre son temps et qui ne se prêtent pas trop à la compétition. Après, on aime bien mettre un peu de la compétition sur n'importe quoi aujourd'hui. Ouais. Tu vois, j'aime bien le Krav Maga, mais depuis qu'ils ont fait des compétitions de Krav Maga, c'est un peu naze, quoi. Pareil, compétition de surf, ça a dénaturé le truc. Compétition d'escalade. Alors, c'est bien des mecs qui vont super vite, machin, mais c'est pas ça, l'escalade. Ouais. Donc, moi, je reste dans ce délire-là. C'est vrai que ça peut vite dénaturer une activité, la compétition. Ouais. Et là, en l'occurrence, de mettre du chrono sur tout et n'importe quoi. La qualité, en général, elle finit par chuter. En tout cas, alors t'as une centaine, voire quelques milliers d'athlètes dans le monde qui, malgré tout, malgré cette ultra-intensité, te sortent des trucs super beaux. Mais il y a pas mal de casse. T'as 90% derrière. Ouais. Pas beau, quoi. Mais oui. Ouais, et du coup, il y a de la casse. On va dire ça dépend des coachs, tout ça. Oui, heureusement que ça dépend des coachs. Ah, mais ils ont d'excellents coachs. Moi, j'ai beaucoup regardé. Justement, il y a des choses que je trouve quand même très intéressantes parce qu'ils ont des coachs très, très pointus. Ouais, il y en a plein qui se sont spécialisés, qui ont pris conscience que tu pouvais pas faire de la haute intensité sur n'importe quoi. Ben oui. Donc, il y a vraiment je pense, du très, très bon. Et je sais qu'aussi, moi, cette communauté, la CrossFit, il y en a 90% qui font ça parce que il n'y a pas autre chose où ils sont. Donc, ils font le modèle CrossFit. Mais, et puis, qui sont super cool, super ouverts. Il n'y a aucun souci. Mais après, ils font partie, comme la communauté des mecs, là. Votre corps l'a fait. Ils sont dans des délires, les mecs, là. Ouais, mais c'est le problème des communautés. Mais je pense que souvent, ça tient quand même aussi de la personne qui est un peu à la tête de la communauté, tu vois. Parce que... Alors, on l'a fait, le mec. Moi, ma communauté, en tout cas, ceux qui me suivent, si jamais je les vois en train d'échanger sur quelque chose, mais ça n'arrive quasiment jamais, et qui sont pas respectueux, je vais aller intervenir, tu vois. J'ai par contre vu des gens que je n'ai même pas envie de citer, là, mais qui parfois, tu les identifies clairement sur Facebook en disant hey, c'est tes gars, tu devrais recadrer et tout. Non. Pas de réaction. Non, ils laissent pas. Et donc, je pense que vraiment, pour moi, c'est l'image et l'état d'esprit que tu véhicules. Tu vas attirer des gens qui vont correspondre à ça. Et malheureusement, moi, là, je te dis, j'ai pas d'avis dessus parce que j'avais acheté des bouquins, je les ai même jamais ouverts au final. Pareil, je connais des gens qui ont testé, qui trouvent ça bien et tout. Donc, moi, j'aimais pas d'opinion dessus. Par contre, c'est vrai que la communauté, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux, mais ils sont virulents. Et ils sont réputés pour être virulents. Donc, tout à fait. Moi, je me rends compte de temps en temps. Et encore, je m'estime un peu heureux parce que c'est pas si souvent que ça. Quand même, faut l'avouer. Et puis, les gens commencent à comprendre, ils commencent à connaître un petit peu. C'est souvent t'as des soucis avec ceux qui débarquent. Ça fait 2 ans qu'ils font du sport, ils sont en plein dans le délire, tu sais. Comme quand t'as ton permis moto, au bout de 2 ans, tu crois que tu te prends pour Rossi, quoi. Et là, ils sont dans le délire. On en reparlera dans 3, 5, 7 ans. Mais après, tout le monde se calme en général. Donc, c'est pareil avec CrossFit en général, ça se passe bien, ça se passe très bien. Quand même, il faut l'avouer. Et puis des fois, je lisais les trucs tu sais, leur fondateur, je crois que c'est Glassman qui s'appelle. Et quand je lisais, je disais, mais rien à dire, parfait. Ce qu'il dit. Mais entre ce que je lisais et ce que je c'est même plus un décalage. C'est grand écart. Donc, c'est de l'ultra compétition. Moi, je pourrais pas. Et les mecs sont toujours en compète, quoi. Quand c'est pas en interne dans le club, c'est les trucs machin, trop d'âne, tac, les qualifs, machin. Il faut. Moi, je pense que quand t'es entre 18 et 30 piges, c'est très bien. Il faut envoyer de la gouache. C'est comme tout. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois. Je donne des cours de kick, mais je donne des cours de Wing Chun aussi. Ni l'un dans l'autre, j'ai de grade. Moi, parce que pareil, je suis pas tourné compétition. Pour moi, on pratique plus pour soi. On se combat plus contre soi-même. On essaie d'être une meilleure version de soi-même plutôt qu'une meilleure version que de celui qui est à côté. Et donc, j'accorde pas tellement d'importance au grade, au titre et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour rester motivés, ils ont besoin d'avoir un challenge concret. Tu sais, c'est la fameuse motivation interne, externe. On apprenait avant au tronc commun, mais l'ultra compétiteur, moi, c'est quelqu'un que je respecte éminemment, mais pour moi, c'est pas l'esprit sportif. L'ultra compétiteur, tu le retrouves. Il peut faire du crossfit comme il peut faire du jokari ou de l'athlé ou de ce que tu veux. Ce qui l'intéresse, c'est la confrontation, c'est le titre, la reconnaissance et le fait c'est la confrontation.
Donc, pourquoi pas, mais c'est pas ça pour moi l'esprit sportif. Ouais. Mais tu vois, moi, ça m'a C'est toujours le choqué. cheminement qui m'intéresse, Bah c'est oui. pas le au bout, Ouais. c'est le cheminement. Ça m'a toujours Intéressant. choqué, tu vois, de voir des boxeurs ou des combattants de manière plus générale qui, entre leur camp de préparation, Ouais. quand ils n'ont pas de combat, ils font rien. Ouais. C'est-à-dire que tu vois, par Oui. exemple, moi j'aime beaucoup Georges Saint-Pierre, mais lui c'est un vrai pratiquant d'arts martiaux. Voilà. Il a arrêté pendend 4 ans, mais pendant 4 ans, il a Il a continué à bossé, s'entraîner en fait. d'explorer des trucs. Voilà, ouais. alors lui il dit qu'il savait qu'il reviendrait un jour et tout ça, mais il n'y avait rien de certain. Et surtout, il n'avait pas besoin de s'entraîner. Mais il expliquait que même pendant ces 4 ans-là où il a arrêté, il s'entraînait 1 à 2 fois par jour, quasiment tous les jours. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui aime vraiment ça. Et de voir, je sais pas si je te prends, il y a un boxeur anglais qui s'appelait Ricky Hatton et qui était invaincu jusqu'à ce qu'il vienne se frotter vraiment aux meilleurs mondiaux. Ouais. Mais à un moment, il avait, je sais plus, plus de 40 ou 50 combats, je crois, invaincus. Enfin, pas 50 combats, mais une bonne 35-40 combats. Puis il a combattu Mayweather, il s'est fait battre, tout ça. Ouais. Mais surtout, il était connu, et lui, il en rigolait même, il se faisait appeler Ricky Fatton, c'est-à-dire fat pour gros. D'accord. En dehors de ses combats, il prenait 25 à 30 kilos, Ah ouais, tu vois. Et tu le voyais, il était énorme, et il faisait plus rien. et il mangeait n'importe comment, il buvait plein d'alcool, il fumait, machin et tout. Donc, hygiène de vie zéro. Et du coup, il en chiait à chaque préparation. Tu vois, son corps, il prenait cher, tu vois. Mais je comprends pas, en fait. Tu te dis... la démarche. Est-ce qu'il aime vraiment la boxe? Est-ce qu'il aime vraiment s'entraîner? Parce que... Ou est-ce qu'il aime, c'est le meilleur, seulement. Et puis, du coup, c'est tiens, t'as un combat, tu vas gagner de l'argent. Ok, je me prépare pendant 3 mois et après, je refais le gros porc le reste de l'année, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est une dimension pécuniaire. Mais oui, et tu retrouves beaucoup aussi. Ça, je trouve ça dommage, tu vois. Et c'est vrai que quand tu viens des arts martiaux, si t'es pas dans la compétition, pour moi, souvent, ceux qui... Alors, c'est pas toujours vrai, hein, mais ceux qui sont pas dans la compétition vont durer parfois plus longtemps. Oui. Parce que, du moins, à passer un certain nombre d'années, ouais. Celui qui pratique et qui fait pas de compétition, il pratique vraiment parce qu'il aime ça. Alors que quand c'est la compétition qui te motive, si pour raison X ou Y, soit tu es découragé parce que tu n'as pas de résultat, soit tu commences à vieillir et que tu sens que tu peux plus suivre au niveau du corps ou tout ça, ou que tu n'as plus envie de prendre de coups, je sais quoi, et ben tu finis par arrêter complètement, quoi. Voilà, où tu passes complètement à autre chose. À autre chose. Alors attention, c'est une belle vitrine. Le sportif de haut niveau, ça reste quand même une belle vitrine qui peut amener aussi les gens à s'investir dans une activité. Et puis pourquoi pas, après, plus tard être prof, enseigner ça aux enfants. Voilà, c'est une vitrine qui attire, tant mieux. Surtout quand c'est fait, voilà, Georges Saint-Pierre, c'est des mecs qui te motivent. Mais ça, t'en as dans tous les sports, des compétiteurs qui t'inspirent. Ça, c'est génial. Et c'est en ça qu'il ne faut pas non plus dénigrer, pour moi, une activité ultra compétitive comme le CrossFit. Mais à côté de ça, maintenant, il y a une partie de cette communauté qui, sous prétexte qu'ils ont fait trois compètes dans leur vie et qu'ils ont découvert ça il y a 2 ans, ça t'envoie de la leçon de morale à tout va. Je comprends pas. Et il y a que eux qu'on entend finalement avec ces fameux réseaux sociaux. C'est ça parce que la grande majorité, elle est silencieuse. Ouais. Et elle pratique bien, elle se fait plaisir dans son coin. Et elle n'est pas toutes les 5 minutes sur Facebook. Elle dit Mais c'est ça. Mais moi, c'est ce que je disais. À part pour répondre aux gens, ce que j'aime bien aussi, souvent, c'est des commentaires positifs et j'aime bien essayer de répondre c'est motivant, à tous les gens, tu vois. Mais sinon, j'ai jamais laissé de commentaires négatifs sur aucune vidéo de ma vie. Les rares fois où j'ai laissé des commentaires sur les vidéos des autres, c'était pour dire tiens, super, machin et tout. La plupart du temps, je laisse pas de commentaires. On va dire que ça a dû m'arriver 5 fois dans ma vie de laisser un commentaire sur une vidéo et c'était pour dire que c'était bien. Parce que c'était quelqu'un que je connaissais ou que je voulais encourager, tout ça. Mais quand ça me plaît pas, je zappe et je passe à autre chose, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu étrange comme état d'esprit. Mais bon. Ouais, c'est fou. C'est bon. C'est comme ça, c'est une dérive actuelle des réseaux sociaux. C'est comme ça. Ça donne la parole à trop de gens. Et alors du coup, pour qu'on comprenne bien, donc voilà, pour le parcours, en tout cas, voilà, c'est terminé. Ça, c'est le parcours. C'est fait. Donc impact, cross-training. Donc la différence, c'est pas de compétition. Alors pas de compétition, quelque chose qui, d'entrée de jeu, est délibérément beaucoup plus ouvert, ludique entre guillemets. J'aime pas trop le terme ludique, mais bon. En tout cas, beaucoup plus ouvert sur toutes les activités. Alors, et c'est là où ça rejoint ce que je vous lisais dans les trucs de Glassman. Des fois, je me dis, merde, c'est pas si différent que l'esprit originel du CrossFit. Et heureusement pour moi, c'est pas du tout ce qui se fait en pratique. Donc, bon, tant mieux.
Donc voilà, moins d'haltérophilie, une philosophie complètement différente de la méthodologie de l'entraînement. Donc je pars vraiment du qualitatif vers le quantitatif avec des phases explosivité, phase puissance. Avant, je mettais une phase force et une phase plutôt endurance. Avec les années, maintenant, j'ai viré la phase force parce que de toute façon, je peux plus. Mais on est dans cet esprit-là. Et quand on mélange tout ça, on met toujours... J'essaie de mettre les phases très nerveuses, très lourdes, sur du gros recrutement nerveux, très technique, sur des charges plutôt descendantes, stables ou descendantes, et compensées par le fait que ça monte sur le métabolique derrière. On n'est que sur du truc comme ça. Et puis, quelque chose de vraiment très fonctionnel, en ce sens où j'essaie de vraiment travailler dans les 3 plans de l'espace. Pas que du sagittal. Le sagittal, c'est vraiment le mouvement que tu observes de profil. C'est 90% des mouvements que tu vois, voire presque 100%, par exemple chez CrossFit. Donc, tout ce qui est les snatchs, l'arraché, même les mouvements de keeping pull-up, tout ce que tu veux. Sur le même Alors, plan. le sagittal, très bien, mais trop de sagittal tue la colonne. Tue le sagittal. Donc, j'essaie de mettre vraiment plus de rotation, parce que voilà, dans le parcours, il y a de la boxe, il y a du judo, donc plus de rotation, plus de plan frontal, donc du travail dissocié, bras droit, bras gauche, plus de coordination et d'équilibre. Ça m'intéresse. Donc, beaucoup plus ouvert. Alors, certes, je me ferai toujours défoncer en termes de compétition, par un mec qui va me sortir des barres de fou, qui va enchaîner sur du 400. Mais c'est pas ce qui m'intéresse. On s'en fout, en fait. Je m'en tape complètement. Et plus ça va, et plus je m'en tape. Tu me redis ça à 28 ans, j'aurais un peu les boules, il y a encore. 44 piges. Je m'en fous. Et puis, je veux vraiment faire ça pour le mouvement et pour le respect du corps humain. Moi, quand j'ai des jeunes qui viennent à mon assos, je dis, t'es sûr que tu veux faire de l'impact cross-training? L'impact cross-training, c'est ça, ça, ça. Parce que si t'es dans ton délire de compétition et dans ton délire de... Tu vois, tu montes des super vidéos, hein, CrossFit, hein, c'est rempli de les arènes. Voilà. Je dis, bah va, je suis entouré, moi, la Garde Colombe. J'ai que des box partout. Va faire du CrossFit et reviens dans 5-6 ans. Mais peut-être que là, t'es pas prêt. Ça, je me méfie des jeunes. Et après la trentaine, en général, les gens, ils sont un peu, ils préfèrent... voilà, c'est une activité un peu plus générale, moins intense, quoique. Tu peux quand même te mettre dedans, il n'y a pas de souci. Et une philosophie de l'entraînement différente. D'accord. Voilà. Du coup, le corps de la séance, donc est-ce que tu as séance, des séances un peu de spécialisation ou alors c'est vraiment toujours ce que tu as dit, tu commences... C'est vraiment... j'essaie vraiment de rentrer dans... Alors en fait, la partie spécialisation... Je la mets dans la phase puissance et dans la phase explosivité, D'accord. si tu veux. Donc, toujours un bon échauffement. Et tout de suite, je finis mon échauffement par un mouvement qui va se rapprocher le plus près possible du premier mouvement que je vais mettre dans ma phase explosive. D'accord. Alors, la phase explosive, c'est soit du poids de corps ou soit du travail avec des medicine balls, des wall balls. Donc, avec beaucoup de travail en rotation. Moi, c'est le top du top. Et toujours des récupérations un petit peu ludiques, actives. Donc, pas trop de temps mort. C'est pas de la vraie puissance explosivité où normalement, pendant 3 minutes... rien. Là, il y a quand même toujours quelque chose derrière. C'est des récupérations qui sont pas complètes quand même. Après, derrière, je mets souvent un petit atelier en phase puissance, là où j'adore et t'adores, je sais, les KB, beaucoup de kettlebell, ou de moins en moins de mouvements avec barre, mais j'en mets toujours dans mon assos, parce que c'est pas parce que moi, j'en fais quasiment plus que tout le monde doit morfler, donc j'en mets quand même. Donc on augmente un peu dans les charges, mais on reste sur du travail vraiment qualitatif, et quand je commence déjà à mixer avec un truc un peu cardio derrière. Déjà un petit peu. Et on finit toujours les séances par ce que j'appelle les body shape. Et c'est du conditionnement métabolique, hein, c'est de l'endurance de force. Ou là encore, soit on fait que de l'endurance de force, ou soit des fois je mets mes petits trucs en dégressif, tu vois. Je vais mettre du KB, du long cycle par exemple. Mais si je fais un long cycle 32 ou même à 20 des brouettes, c'est quand même lourd. Même en double KB. On va commencer sur du 7 et puis on va faire sur 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sur les KB. On a déjà nos 7 séries. Et derrière, quelque chose qui va monter sur le métabolique. Tu vois et la séance se passe comme ça. Et à chaque fois, à chaque séance, derrière, tu sais, ça peut être des uchikomi, mais tout le monde ne sait pas faire des uchikomi non plus. Donc, j'adapte. Si tu sais pas faire des uchikomi, tu vas faire fente avec tai sabaki, tu te redresses, tu refais fente avec tai sabaki. On est quand même dans une logique de rotation, mais beaucoup plus simple. Voilà, on est dans cet esprit-là. Et comment tu gères, du coup, par exemple, l'apprentissage technique, voilà, que ce soit des mouvements, si tu fais un peu d'haltéro, ou même des mouvements de kettlebell. Quelqu'un qui arrive, qui est débutant, qui n'a jamais fait. Alors, comment tu fais ? je vais surtout, dans cette fameuse phase puissance-explosivité,
Les mecs, je vais pas leur dire t'envoies ta série comme ça. Eux, ils vont en fait, dans cette phase explosivité puissance, ils font leur travail technique. Je le mets là. Et dans la phase vraiment où tu te mets entre guillemets dans le rouge, j'essaie de mettre des trucs relativement simples techniquement pour qu'ils puissent envoyer quand même de la patate. Je ne mettrai pas dans cette dernière phase, mouvement très technique. D'accord. Ok. Voilà. Après, bon, dans la semaine, il y a un créneau, j'aimerais en avoir plus, c'est sûr. Et en général, c'est le vendredi, où c'est un créneau libre. Où là, tu viens pour travailler vraiment que ta technique. Donc la salle dans laquelle tu donnes cours, c'est une salle municipale, c'est ça? C'est une association municipale, moi j'adore. On est dans l'esprit des années 80, le gymnase. Moi, voilà, ce que j'ai vu, d'après les images, ça me semble être un gymnase. J'ai le dojo que je peux prendre presque quand je veux, j'ai la piste, génial. T'as même, je crois, un truc d'escalade, non, dedans? Il y a un mur d'escalade, mais je n'y ai pas accès. D'accord. Après, il y a des questions d'assurance. Ouais, assurance, le mec il gueule, il a raison. Non, j'ai pas accès. D'accord. Et par contre, j'aimerais bien moi avoir des petits trucs de bloc, rajouter du bloc, mais... Tu regardes un peu, je sais pas si tu as déjà vu tout ce qui est Ninja Warrior et tout ça. C'est génial, hein, ça. Génial. Alors après, moi, le problème de la sauce, alors il y a du bon et du moins bon dans une sauce. Le moins bon, c'est que je dois me taper tout le matériel à désinstaller, etc. Et que justement, je peux pas j'aimerais bien me lancer dans des installations style Ninja Warrior. J'adorerais. Mais c'est des trucs qui doivent rester, tu sais, toujours en place. Ça, tu peux pas te permettre. Il y a des salles qui s'ouvrent. Il y a des, même génial. Si des fois, il y a des salles de parcours. Le parcours, génial. T'es pas loin, tu vois, de certaines choses qui sont Ninja Warrior. D'ailleurs, en général, les mecs du parcours, tout ce qui est parcours, freerunning, ils sont bons, Ninja Warrior, ils sont bons. Ils assurent. Mais ça, j'adore. Mais bien plus que tout ce qui vient vraiment de l'haltéro, etc. Moi, ce qui leur manque parfois, c'est génial. C'est justement le grip, la force de grip, parce que dans le parcours, ils utilisent très beaucoup moins. Mais c'est vrai que j'avais vu, il me semble... Les mecs qui viennent du bloc et de l'escalade, très forts aussi. Ils sont souvent très très forts dans les Ninja Warrior. Mais je trouve ça génial comme... les mecs que je vois dans le Ninja Warrior qui sont bons, ils sont vraiment impressionnants. Et il me semble qu'il y avait un club en France qui s'est ouvert en province. Mais moi, c'est un truc que j'aimerais bien qui se développe, tu vois. Moi, j'essaierais d'aller jouer. Je pense que... je serais relativement nul au départ, mais c'est comme tout, en fait, ça se travaille. Et puis c'est hyper ludique en même temps, tu vois. Je trouve ça génial. Une fois que t'as passé la peur, le parcours, c'est la peur, la peur de te fautrer, la peur de te faire mal, etc. Si à part la pédagogie, justement, l'important des profs, t'arrives à surmonter cette peur progressivement, c'est génial. Vraiment génial. Là, moi, je suis dans un moment de ma vie de frustration énorme, hélas. Et si tu veux, il y a plein d'activités Ninja Warrior, parcours, etc. que j'essaye de mettre moi dans l'ICT. C'est vraiment d'être le plus ouvert possible, mais hélas, en tout cas en ce moment, même si ça va mieux, je peux plus faire. J'ai le dos, je te montrerai tout à l'heure sur mon téléphone. J'ai un dos. La dernière fois que j'ai fait le scanner, le mec quand il revient me donner le truc, je m'attendais pas à vous voir. Je voyais une personne âgée et plutôt obèse. Donc j'ai un début de spondylosisthésis, donc ça part vers l'avant, le tête part vers l'arrière. Mes deux dernières vertèbres sont complètement soudées. Tout est parti en arrière, donc je suis constamment en hernie discale, quoi. C'est plaqué, puis celle du dessus, entre les 4 et le 5, c'est pas mieux. Donc, voilà, moi, je peux même plus mettre le kim. Je peux plus mettre les gants, parce que tant que je suis dans la maîtrise de ce que je fais, même si ça va dans la droite, à gauche, etc., ça va. J'ai fait mon échauffement avant, je suis bien. Mais dès que je suis dans une incertitude de mouvement, qu'il va falloir un petit peu esquiver, coup d'électricité, c'est foutu, je mets le genou par terre, c'est mort. Et quand je vois tout ce qu'il y a maintenant, je suis dans la frustration parce que j'aimerais bien retester plein de trucs. Tu testes un peu tout ce qui est décompression Oui, alors par contre, je regarde beaucoup ce que fait Christophe Cario, j'adore. Christophe Cario, j'adore. Et je fais beaucoup de procédures McKenzie, là, donc ça me fait du bien. Là, je suis dans une phase où ça va mieux. C'est ça, où je suis très rassuré. Donc tu vois, je vais me freiner encore tout cet été, pas aller courir ou des choses comme ça. Donc j'ai pris du poids, mais... je prends vraiment beaucoup plus soin de moi, surtout en ce moment. Malgré ce qu'on peut voir sur les vidéos, c'est bien échauffé, c'est bien travaillé quand même. Je refais, par contre, ce qui me fait énormément plaisir, c'est que je refais beaucoup plus de culturisme. D'accord. Pullover, travail strict, tension continue. Ça fait pas du tout mal au dos. Les culturistes vieillissent bien. Bon, à part ceux qui chargent la gueule comme des... C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Mais avec le culturisme, tu vieillis bien. J'adore ce sport. Depuis 1 an, voire un peu plus, j'en refais plus et j'adore. J'ai redécouvert une autre façon de faire. Il y a d'autres méthodes qui ont vu le jour, je les teste, c'est génial.
Alors après, voilà, hein, j'ai 43 piges, hein, j'aurais jamais un physique énorme. En plus, bon, tu sais, les facteurs concomitants, l'alimentation, le sommeil, tout ça, c'est pas des trucs que je gère. Donc, je suis toujours en flux tendu, moi, je dors pas, je mange mal. Donc, Alimentation, tu t'as rien de... Kinderman. Kinderman, c'est pas mal. Alors, je suis un peu comme... t'as un super beau toutou. Je suis un peu comme les animaux. Moi, tu sais, je suis très instinctif. Quand j'ai faim, je mange. Quand j'ai pas faim, je mange pas. Ouais. Et puis, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, tu t'essayes pas de suivre quoi que ce soit Non. Est-ce que ça a toujours été comme ça? Ouais, ça a toujours été comme ça. Toujours. Et j'ai cette chance aussi d'avoir quand même, encore pour l'instant, toujours un métabolisme, tu sais, assez rapide. Ouais. Donc, je peux manger à peu près ce que je veux et en quantité à peu près déraisonnable. Ouais. J'aurai toujours mon 70, entre 70 et 73 kilos, voilà. Après, moi, il faut que je me force. Là, tu vois, je suis à 76 kilos parce que là, je fais pas mal de culturisme en ce moment, moins de cardio. Je pensais que t'étais plus lourd, tu vois. Ouais, 76 500 ce matin, tu vois. Ouais. Pour 1 mètre combien? 1m75. D'accord, ouais. Donc, ouais, bah, ça va, t'es... Ouais, je suis encore relativement sec, hein, bon. Ouais, puis t'as quand même une bonne masse musculaire et tout. J'aurais pensé que t'étais un peu plus lourd, tu vois. J'aurais pas dit. et je mange comme un goré, quoi. Tu manges comme un goré. Ouais, bah, on connaît tous des gens comme ça énerve, tu vois. Et moi, si je mange comme un goré, je termine gros. Par contre, là, c'est bien. Après, parfois, ça dépend. T'as vraiment le métabolisme. Tout est déréglé, en plus. Voilà, et heureusement. Et t'as aussi comment t'as grandi. Cette nuit, j'ai bossé cette nuit, j'ai pas mangé en me levant parce que j'étais vite m'entraîner. Je me suis fait ce fameux petit tabata, je l'ai fait sur du tapis mou avec les masbelles là. Et j'ai eu le temps de prendre la douche, de revenir et juste boire. J'ai pas mangé. Je sais que je vais remanger que ce soir. Et c'est complètement déréglé. Et des fois, j'ai mangé 6 fois par jour. Et des fois, 1 fois. C'est n'importe quoi. Tu pourrais sans doute avoir peut-être des résultats encore bien mieux. Si plus jeune, oui. Plus jeune, oui. Maintenant, je m'en fous complètement. Mais plus jeune, certainement. C'est marrant. Souvent, moi, c'est un package complet. Alors, la relation à la nourriture, c'est toujours quelque chose de complexe. Et justement, avec Rudy Koya, comme il me coach à la fois sur la musculation et la nutrition, c'est pas évident parce que pour moi, la manière dont on a été nourri enfant, ado et tout ça, c'est très dur de s'en détacher. Et ça explique pas mal de choses sur comment ton corps réagit et tout ça. Puis, quand on est jeune, souvent, on peut faire un peu n'importe quoi et ça va. Et puis, au bout d'un moment, ça va moins bien. Vraiment, hein, les hormones, voilà, c'est ça. Ça évolue. Hein, et ça finit, c'est aussi l'accumulation, tout ça, qui fait qu'on finit par avoir des réactions qui sont plus top au niveau hormonal, au niveau du corps et tout ça. Mais c'est vrai que tu vois, il y a une sorte d'affect et de... Moi, j'ai appris, tu vois, contrairement à ma femme, on a eu 2 manières complètement différentes de leur relation à la nourriture. Moi, je mange pour ce que j'ai faim, mais j'ai la notion de plaisir, tu vois, quand je mange. Elle a vraiment eu la notion de tu manges parce que t'as faim et peu importe en fait ce que tu manges, tu vois. Et du coup, de devoir manger certaines choses qui seront meilleures pour ma santé, pour ma composition corporelle et tout ça, mais si je les aime pas, c'est très difficile, très difficile à maintenir. Pour ta femme, ça passe. Elle, alors je l'ai un peu, justement, je l'ai un peu influencé négativement sur ça, mais bon, il y a quand même son éducation derrière et tout qui fait qu'elle y arrive bien mieux que moi. Et c'est vrai que je pense que ça, c'est un truc qui est dans l'approche de la nutrition, si tu veux essayer d'aider des gens et tout ça, ce facteur-là, il est super compliqué à gérer, tu vois. Il est super compliqué à gérer, même si intellectuellement, t'as compris, on t'a démontré tout ça. T'as compris que pour la santé, c'était pas bon, tout ça, mais l'envie parfois de certains trucs, c'est hyper fort et c'est dur de s'en détacher, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, j'avais pas regardé si toi, t'avais justement inclus un peu des recommandations. Hygiène de vie. Tu laisses ça aux autres. Je laisse ça à ceux qui savent faire, tu vois. Tu parles de Rudy Koya. Je veux pas dire que je connais très bien Rudy Koya, mais je sais que voilà, dans son domaine, ça envoie. Christophe Cario, pareil, sur l'alimentation. Il y a des experts, des mecs qui ont l'expérience là-dessus, un bon retour. Faut les écouter. Moi, je vais pas me permettre. Les gens qui me connaissent se seraient pliés en 4 s'ils m'écoutaient parler. Même de sommeil, je suis quelqu'un qui tourne avec 4-5 heures par jour. Si tu veux parler il faut bien dormir, les massages. J'ai jamais été chez un kiné de ma vie. Donc tu fais pas tellement d'automassage, zéro. Même si je sais que c'est forcément bon parce que il y en a plein qui s'y sont mis et qui ont retrouvé leur jeunesse, tu vois. Mais oui. Mais après, on est ce qu'on est. Hein. Moi, je mets tout sur le fait que
J'aime le mouvement, j'aime l'activité et je me focalise que là-dessus. L'activité. Et tous les paramètres qui conditionnent tout ça, on arrive dans une logique de sportif de haut niveau. Le mec, il s'entraîne. Alors, c'est le meilleur dans ce qu'il fait. Mais pour moi, après, les mecs, ils foutent rien. Ils se reposent, ils se font masser, ils font attention à ce qu'ils mangent, clac, 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 la petite balance et tout. C'est pas une vie pour moi. Ouais. Moi, il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait toujours quelque chose. Même si tu sais que c'est pas forcément optimal. Même si optimal. je sais que ça sera même pas optimal, voire des fois pas bon. Mais oui. Pour ma santé. Ça, je le sais. Souvent, le plus, c'est l'ennemi du mieux. Mais bon. Ouais. Mais voilà, c'est pour ça que ça fait pas mal d'années que je ne coache plus des gens. En tout cas, avant, quand je coachais un peu, je disais toujours pour l'alimentation, tout ça, tu vas voir. Pas moi. Ouais. Mais je me vois plus maintenant donner des conseils autres que l'entraînement. Et d'accord, hein, même sur les conseils, je fais plus de coaching. Parce que mes conseils d'entraînement, ils deviennent de plus en plus style de vie. Style de vie. Je pourrais plus maintenant te dire, il y a un mec qui va me voir et me dire attends, j'aimerais bien être champion de France première div en judo. Tu peux me faire un petit programme pour justement travailler un petit peu mon curiosité et puissance. Je suis plus assez pointu. Je suis plus dans cette notion de cycle d'entraînement, de programmation, de planification. Je suis vraiment dans cet esprit de cross-training très général. C'est pour ça que là, je suis en train de bosser énormément avec un co-auteur. On va faire une suite à 100% cross-training qui sera beaucoup plus dans un esprit minimaliste training. Kettlebell, poids de corps, wall ball, ça va être une tuerie, ça va être génial. Mais on est dans un esprit très global, très général. C'est pas une préparation physique pointue pour tel ou tel sport. Non, ça va t'aider, hein, pour un basketteur, pour un mec qui tire, qui met le qui, mais ça va l'aider, c'est sûr. Mais pas toute l'année, sur certaines périodes, ça peut être que bon de toute façon. Je me vois maintenant dans du très très général, du très fonctionnel et c'est de l'intime, quoi. Mais en plus, c'est vrai que difficile à expliquer, hein, mais je pense qu'effectivement les gens, si on vient te voir pour une compétition dans une discipline particulière, c'est pas toujours aligné déjà avec on va dire la santé, parce que on sait que le sport de haut niveau, c'est pas destructeur, c'est pas pour la santé, non. et que souvent ce qu'on a besoin de faire pour atteindre le haut niveau, ça va être plutôt souvent destructeur. Et donc, si toi, tu as une méthode qui est plutôt basée pour essayer de donner des bons résultats niveau santé pour les gens, global, c'est pas aligné avec quelqu'un qui veut de la compétition, tu vois. Ça veut pas dire que ça va pas les aider, mais ce sera peut-être pas optimal. Ça et c'est pas ce qui va leur donner les meilleurs... je sais même plus s'il y a de ces phases-là, ça va être peut-être très bon en PPG au début, quoi. Et peut-être 2-3 fois dans l'année. Mais sur des durées plutôt réduites. Et après, il faut tout de suite se remettre dans l'hyperspécialisation. Donc, tu sais, moi, je suis un fou de Georges Hébert. L'hypertisme, c'était tout sauf l'hyperspécialisation. Donc, et il y avait cette notion de sport de combat, de morale aussi, de mouvements très généraux, très fonctionnels. Je sais pas si tu t'es intéressé... Si tu t'étais intéressé à Idoportal, justement, qui parle de ça. Mais Idoportal, c'est l'anti-spécialisation aussi. Voilà, et puis c'est magnifique. C'est magnifique. Je l'ai cité dans le tout dernier, là, la Bible, j'en cite quelques-uns, dont lui. C'est magnifique ce qu'il fait. Alors, faut pouvoir. Moi, avec le dos, c'est foutu. Mais pareil, hein. Mais lui, il a l'air de dire qu'il arrive par le mouvement à soigner plein de pathologies. Et ça, je veux bien le croire. Déjà, la force du mental sur le corps et les répercussions, après, c'est du corps sur le mental, c'est déjà énorme. Après, effectivement, comme tu en parlais, à côté de ça, tu manges équilibré. Déjà, manger équilibré. Chose que dormir, bien dormir, manger équilibré. Ne pas s'entourer de personnes négatives, parce qu'il n'y a rien de pire pour le moral. Alors, les mecs qui se plaignent tout le temps, ou qui sont toujours en train de gueuler, ça dégage. Et rien que ça, un entourage sain, manger sain, et cette pratique en harmonie avec les besoins de ton corps, et tu élimines 80% des maladies de tous les jours, je veux dire. Ça, pas éliminer. Il y a un podcast, il faudra que je réécoute parce que j'ai acheté le bouquin que j'ai pas encore lu, mais de Joe Rogan avec, j'ai plus le nom de la personne, Michael quelque chose, mais qui est un spécialiste du sommeil. Qui n'est pas juste un spécialiste, mais qui est un professeur qui fait de la recherche dans le sommeil et tout ça. Et dans le podcast, il aborde justement en fait toutes les maladies qui indirectement peuvent être liées au manque de sommeil. Et tout ce que ça peut faire sur quelqu'un. Et en fait, c'est hallucinant. C'est-à-dire que
lui, il disait, c'est pas toujours responsable directement de toutes ces maladies, mais indirectement. Et il expliquait comment... Par quel mécanisme ça peut induire. Et en fait, il disait que si les gens dormaient mieux et plus longtemps, il y aurait énormément de maladies qui seraient... qui seraient beaucoup moins courantes, tu vois. Et puis après, il y a le mal actuel de notre société. Hein. C'est plus le mal de dos, c'est foutu maintenant. C'est là. Hein. C'est la productivité maintenant. Tu sais, on est à l'heure Alors, j'ai un petit compte Instagram. Alors, comme je suis nul, j'ai pas beaucoup de monde. Enfin, bref. J'ai un petit compte Instagram et je me rends compte en regardant Insta, en regardant Facebook, qu'on est devenu on est passé dans la banalisation du magnifique, enfin du hors norme. Mais dans la banalisation, t'as des gonzesses maintenant qui tapent des triple flips, snatch. Elles repartent en triple flip et puis les gens disent c'est bien ce que t'as fait aujourd'hui. Non, c'est pas bien. C'est quelque chose que tu verras peut-être une fois dans ta vie. Mais maintenant, c'est tellement devenu accessible à tout le monde que les gens se disent moi j'ai vraiment un niveau de merde quand je vois ça. Mais non, t'as pas un niveau de merde. Je leur disais la dernière fois, j'ai fait un petit stage en Belgique qui était très sympa, justement dans l'esprit minimalist training. Et j'étais étonné par le niveau de base que les gars avaient sur les KB, sur les mouvements de poids de corps. Je disais mais j'ai presque à me dire je sers à rien quoi. Vous avez un bon niveau, mais soyez-en fiers quoi. Après c'est ce que je leur ai apporté, c'est une autre façon de construire ces séances, de moduler les exercices entre eux. Mais après il faut arrêter de regarder ces médias là, sociaux parce que ça te détourne complètement de la réalité. Complètement. Comme des mecs super tankés, machin. Tu te dis, mais sur Facebook, machin, ils sont tous comme ça. Et pourquoi moi on voit pas mes abdos du bas? Mais je suis pas normal. Non, mais déjà, si on voit tes abdos du haut, c'est bien déjà. Hein, t'es déjà dans les 10% de la population française. Sois déjà content. Alors ne te contente peut-être pas, faut peut-être voir toujours un peu plus haut, certes. Mais faut arrêter de se dire que c'est normal d'être hyper fort, hyper lax, hyper... tu vois ce que je veux dire? Mais effectivement, c'est ça. En fait, c'est qu'avec on a banalisé ça, là. YouTube, Facebook, Instagram, les gens qu'on voit, c'est en fait c'est des gens exceptionnels. Il y en a de plus en plus. Alors, il y en a qui sont pas naturels, parfois tout ça. Mais du coup, ça change tes attentes. C'est-à-dire que au lieu de te dire, tiens, je vais faire de la musculation, je suis content, j'ai un peu, j'ai les muscles qui ressortent un peu plus, j'ai perdu un petit peu de gras et tout. En fait, toi, tu vois ces mecs-là et des fois, c'est eux qui te donnent envie de t'y mettre, mais tu t'y mets pour avoir le même résultat. Et là, le résultat n'arrive pas. Tu vois, parce que c'est quand même très compliqué d'atteindre ça. Il y a déjà une part de génétique, faut avoir le bon entraînement, mais c'est le package complet. C'est-à-dire que même si t'as pas la bonne génétique, tu peux avoir des bons résultats, mais ça demande... on va dire d'être tellement dédié et faut vivre pour ça quasiment. Faut vivre pour ça. Et à côté de ça, au niveau social, etc. C'est ça. C'est foutu. Hein, la plupart des gens, ils ont leur boulot, ils ont des fois une vie de famille, ils ont ce qu'ils ont le plus important. Un travail et une vie de famille. C'est ça qu'il faut développer. Hein. Après tout le reste, c'est bien, c'est du plus. Après, quand tu commences à devenir dans cette attitude un petit peu nombriliste, égocentrique, de dire moi je veux tant de centimètres. Je veux telle performance et je vais tout faire pour ça, avec ces fameux sacrifices. C'est tout sauf du sacrifice. Hein. C'est de l'égoïsme. Hein. Alors après, les passionnés sont égoïstes. Je suis aussi égoïste, mais j'essaye de combattre ça, d'être le plus ouvert possible. Mais après, c'est de l'égoïsme. Et les mecs te disent, ah, mais c'est des sacrifices, tu te rends compte, moi j'ai pas d'enfant, machin, j'ai sacrifié ma vie pour ça. Non, t'as fait ce que t'as aimé à un niveau level 2000. Mais à la base, c'est quand même de l'égocentrisme démesuré. Et les gens se disent, mais moi je vais être comme ça, mais faut pas oublier que ce mec-là, il en a rien à foutre de toi. Lui, ce qu'il pense, c'est son propre ego, c'est son reflet. Et faut pas être comme ça. Enfin, c'est pas des gens bien. Hein. Les super, méga, quand tu leur parles, tu dis, mais finalement, il est con ce mec-là. C'est pas des gens bien, tu vois. Ils n'ont rien à branler de toi. Et puis, les conseils qu'ils vont te donner, c'est des conseils à 2 balles parce que, de toute façon, moins ils t'en donneront et plus ils seront là-haut et ils te mettront la tête en bas, tu vois. Moi, j'ai du mal avec cet esprit hyper. Tu vois, je préfère les gens bien. Les gens alors qui font du sport, parce que pour moi, ça véhicule des valeurs extraordinaires. Mais des gens normaux, des gens ouverts, souriants. T'es pas obligé d'avoir une conversation de 2 heures sur le triple tirage, triple extension de la cheville, du genou et machin quand tu fais un restaurant avec un mec. Ça va le snatch. Ça va on peut parler aussi de plein de choses. Et ces mecs-là, attention, tu peux pas. Mais on les suit, on les peut dire, il est génial. Ah, puis t'as vu, 163 000 vues en 2 jours. Ouais, mais c'est ça, il y en a. Bon,
on regarde, mais c'est vrai qu'il faut réussir à garder une certaine distance avec la réalité. Et une lucidité, quoi. Là, Ouais. on en est avec ces réseaux sociaux à se dire, il y a ça et il y a la vraie vie. Tu sais, on met toujours le mot vrai. Non, il y a que la vie, hein. C'est Ouais. tout. Mais oui. Et on n'a pas plusieurs vies, c'est pareil. Quand je vois des trucs, je commence ma nouvelle vie. Non. On est ce qu'on est. Il n'y a pas de deuxième, il n'y a pas de troisième vie. On est l'accumulation de nos erreurs. On est ce qu'on est. Et à toi de te tordre, te bouger le cul pour pas refaire les mêmes erreurs et pour être un homme meilleur. Ouais. Le sport aide énormément à ça. Ouais. Le contact, ce qu'on fait en ce moment, ça aide. Mais le contact avec les méga égocentriques, ils t'enfoncent, hein, ça t'enfonce Et surtout, plus qu'autre je pense chose. que ça, malheureusement, ça a eu un effet aussi très négatif, c'est que ça a dû développer le dopage, mais le dopage de non-compétition. Oui. Tu vois, c'est-à-dire qu'avant... Qui existait avant, mais bon... C'était quand même moins courant, c'est-à-dire que ceux qui se dopaient, c'était ceux qui faisaient de la compétition, tu vois... Oui, qui avaient quand même des intérêts, même si c'était pas le Tour de France ou quoi, mais qui avaient un intérêt à gagner quand même. Ouais. Mais il y avait l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle sur YouTube, un ancien bodybuilder qui Jamcore, là. J'avoue que j'ai du mal avec les noms. C'est un Algérien qui était dans le top à une époque des bodybuilders et tout. Il dit, bah oui, je me dopais, mais parce que si je voulais... En fait, c'était son boulot. D'accord. Oui, il y avait un intérêt quand même. Il avait un intérêt. Il dit que le jour où il a arrêté la compétition, il a arrêté le dopage. Tu vois, mais le truc, c'est que moi, je vois... Là, pas très loin de chez moi, il y a un fitness park qui s'est ouvert depuis quelques années, et je vois des mecs passer, mais c'est en si peu de temps, c'est pas possible. Ouais, je vois trop. En fait, je vois une proportion trop importante de mecs énormes, tu vois, des physiques justement que tu vois pas tout le temps. Ça tourne un truc de fou. Hein. Et les mecs qui sont pas, je pense, compétiteurs, et je trouve ça dommage parce qu'en fait, tu te flingues la santé, mais tu te flingues la santé. Alors là, pour du nombrilisme, tu vois. Complètement. Parce que si c'est pas pour un objectif, et je dis pas que c'est bien, mais t'as raison, on sait très bien que dans tous les sports de compétition, il y a du dopage. Mais c'est pour atteindre un résultat, pour essayer de faire mieux, et tu sais que les autres le font aussi. Voilà, donc quelque part, c'est un cercle vicieux mais là, on le comprend à la rigueur. Mais là, il y a personne. En fait, normalement, t'es en compétition avec personne. Voilà, prends ton temps. Prends ton temps. Voilà. Prends ton temps. Travaille ta technique, mais tout ça, ça demande du temps, de la patience, de la motivation, de l'envie, de l'ouverture d'esprit et de la gaieté. Ouais. Après, quand tu es toujours dans l'ultra-performance, tu es toujours dans ce stress et dans cette forme de, tu vois, je veux acquérir le truc, et après, je sais pas assouvi, je veux autre chose. Toujours. Et ça, après, c'est pareil dans la société, c'est pareil dans les mecs, dans la finance, etc. Toujours plus. Il y en a qui te disent, ouais, mais c'est ça, le no pain, no gain, allez, on y va. Ouais. C'est comme ça que tu deviens une merde. C'est comme ça que tu te désocialises. C'est comme ça que tu deviens un mec à la con. Moi, j'ai pas envie de te parler. Enfin, après, ils ont leur monde à eux. Si ils sortent de la réalité, quoi. Mais voilà, et puis c'est des gens, finalement, qui se retrouvent seuls à 50 piges en se disant, voilà, pas de famille, pas d'enfants. Leurs potes, soit ils sont morts parce que 55 ans, c'est le cancer, ça les a. Et ils se retrouvent seuls à dire, ah non, mais j'ai une vie de merde. Non. Mais oui. T'as laissé passer ta chance, c'est tout. Pourquoi ? Pour, je sais pas, 43 cm ou une 49 au Fran ou je sais pas quoi. Ouais. Mais dans le CrossFit, on l'a clairement vu aussi. Il y a une époque où je pense les mecs étaient pas dopés. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, il y en avait peu. Ouais. Et quand il a commencé à avoir des enjeux financiers beaucoup plus importants, les physiques, ils ont changé. Et puis les femmes, un truc. Voilà. Ouais, les femmes... Normalement, une femme, elle n'a pas de testostérone, suffisamment de testostérone pour atteindre, il y en a, elles atteignent des niveaux de muscles. Normalement, c'est pas possible pour une femme d'avoir une telle masse musculaire. Bah après, tu retrouves, pourtant ils se veulent en contradiction, mais tu retrouves des physiques de femmes culturistes, quoi. Ouais. Mais culturistes, super niveau avancé, quoi. Hein. Mais la fille, elle peut gagner Europe, IFBB demain, quoi. Ouais. Et j'ai vu aussi dans tes vidéos qu'il y avait, alors moi j'appelle ça des mouvements d'animal flow. Oui, j'adore. Les mouvements d'animaux, tout ça. Ça, c'est un truc que tu avais rajouté plus récemment. Ouais, il y a deux bonnes années. Deux bonnes années. D'accord. Et pareil, depuis que j'ai découvert un peu à partir d'Ido Portal, tu sais, plein de ramifications qui se sont faites. Moi, il y a celui par qui j'ai connu s'appelait Mike Fitch, c'est un Américain. Ça, c'est lui qui a déposé le nom Animal Flow. Ouais. Mais il y avait
Il y a même beaucoup plus anciens. Tu as les gens qui viennent du Brésil, du jiu-jitsu brésilien. Tu sais, il y avait un truc qui s'appelait Gymnastica Natural. Voilà, ça j'en parle aussi dans le bouquin. C'est pareil. Je suis les pionniers, tout ça, donc il faut en parler. Ouais. C'est génial. C'est génial. Ouais. Toi, moi, les séances où j'ai pas vraiment envie de me mettre dans le rouge. D'ailleurs, j'arrive plus à me mettre dans le rouge, mais il y a 2 qualités que j'arrive plus à être à 100%. C'est les qualités de force maximale. Mécaniquement, je peux plus. Pour l'instant, en tout cas. Puis je pense pas que ça reviendra. Et vraiment la puissance maximale aérobie. Ça, c'est le truc, tu sais. Ouais. J'ai essayé tout à l'heure, hein, j'ai fait des petits tabata, machin, mais pour ces conneries, j'ai fait gerber. Enfin, moi, j'avais pas mangé avant, donc j'ai fait mon petit hypo qui va bien. Mais voilà, on est dans 2 secteurs que j'arrive plus à travailler. Et je me dis, quand je veux me faire des séances où je veux du ressenti musculaire, mais j'ai pas envie du tout, mais vraiment pas du tout, envie de me mettre dans le rouge, je rentre là-dedans, dans cette notion animal flow, que je vais toujours combiner, parce que j'arrive pas à faire qu'un seul truc dans une séance. Alors je vais combiner ça avec peut-être, je sais pas, des mouvements de culturisme, ou même que du sprint, en départ progressif, accélération 30 mètres, et je reviens sur mes mouvements d'animal flow, et je prends un pied, mais terrible. Et pareil, tu transpires à mort, le lendemain, tu as tes courbatures comme tout le monde. Ouais, c'est surprenamment difficile, l'animal flow. Moi, des fois, j'en fais faire dans mes cours collectifs et tout ça, et les gens sont souvent surpris en fait, de la difficulté. Je leur fais faire une longueur sur la longueur de la salle qui est pas immense, qui va faire 15 mètres. Parfois, et ils ont du mal à finir longueur. Et ça trempe de partout. T'as du mal à maintenir la bonne posture. Il y en a, effectivement, qui ont des courbatures. Ils me disent, oh là, les courbatures, je me suis tapé et tout. Mais parce que ça. Alors, c'est très différent du culturisme, de la musculation et tout. Mais ça travaille tous les muscles stabilisateurs et tout qui sont pas tout le temps, justement, sollicités ou en tout cas pas sollicités de cette manière-là. Ou dans des plans très stricts, toujours. Et du coup, ça crée des courbatures parce que d'un seul coup, il y en a qui me disent mais j'ai des douleurs à des muscles que je savais pas que je les avais quoi. Et c'est vrai que c'est intéressant. J'adore. Après c'est pas ce qu'il y a, je pense que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le développement de la masse musculaire. Non. Mais pour l'aspect justement fonction, c'est-à-dire travailler ses articulations dans des amplitudes assez importantes, rester agile et agile, tu vois. vif. Parce que ce que j'ai vu aussi quand je fais plus de cours collectifs de self-défense, j'avais créé mon système là, que j'appelle le MAD. Et je faisais souvent faire dans l'échauffement des roulades, des chutes, des choses comme ça. Et en fait, tu te rends compte que très rapidement, après l'enfance, il y a plein de gens, ils perdent complètement la relation avec le sol. C'est-à-dire que si tu n'as plus aucune activité qui se passe au sol... rigidité, peur... une simple roulade de debout, il y en a, ils ont une telle appréhension de ça, tu vois. On dirait que tu les fais sauter d'un immeuble de 4 mètres, tu vois. Et je le vois quand je fais des petits cours des fois au dojo. Mais oui, c'est très marrant, ça. Et j'avais même plein de choses, même sauter. Il y a plein de gens qui ne sautent plus jamais. J'avais une fois, pendant des années, un élève en cours particulier avec qui je faisais de la remise en forme et... sauter sur une petite plateforme, mais de même pas à 1 mètre, tu vois. Ils ont peur. Il avait une appréhension, et pas descendre, à sauter sur la plateforme, c'est-à-dire du sol vers la plateforme, qui était, je pense, à peut-être même 50 cm. Il l'a fait après. Mais au départ, il avait une sorte de blocage. J'ai peur d'y aller, quoi. Et je me dis, c'est hallucinant comme on peut perdre des choses... En grandissant, en vieillissant. Voilà, en vieillissant, des choses qui sont... Enfin, ça n'a rien de fantastique, tu vois, c'est quand même très basique, et pour lesquels, quand t'es enfant et tout ça, tu y penses même pas, quoi. Mais c'est en ça aussi, il faut toujours, faut revenir, faut attribuer à César ce qui revient à César. CrossFit a énormément apporté, alors pour l'haltéro, mais je reviens pas trop, parce que c'est pas non plus, pour moi, la mère des disciplines, mais ça a énormément apporté sur le fait qu'on peut être, bon, même s'ils sont très sagittales, mais quand même... avoir une superbe forme physique en étant quand même polyvalent, voilà. Ça, c'est génial. Et c'est ça qui m'a un petit peu dégoûté quand j'ai vu en 2011. Merde. Mais voilà, bravo. Ça, c'est bien. C'est un truc énorme. Après, bon, maintenant, on est dans l'ultra-communautarisme, l'ultra-compétition. C'est passé à autre chose. Maintenant, je suis persuadé qu'il y a des purs et durs qui sont pas trop dans le délire et que dans leur forme de pratique CrossFit, sont pas si loin de ta façon d'aborder la chose ou la mienne. Maintenant, ils font du CrossFit parce qu'à côté, il y a une boxe, que le prof est sympa, qui est dans ce délire-là aussi. Tant mieux. Puis je pense qu'il y a une facilité. C'est pour revenir sur le côté positif du CrossFit, parce que je ne voudrais pas qu'on croie. Non, mais moi, je te dis, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai fait un peu... Moi, j'ai jamais réellement pratiqué le CrossFit. Je faisais un peu ma version à moi, mais j'avais plutôt tendance à en faire la promotion et tout ça. Le fait qu'ils m'aient attaqué avec leurs avocats et tout, il y a quelques mois,
Attention, même si tu fais un mouvement de kettlebell et puis que derrière, tu as le malheur de faire une traction. Un WOD. Si t'emploies, enfin voilà. Terrible. C'est le côté négatif du truc. Tu vois, là, j'espère qu'ils vont pas venir me rattaquer parce que je dis CrossFit, tu vois, mais ça vient... T'as payé ton... tu vois, c'est... Bon, bah du coup, je trouve que ça vient gâcher un concept que je trouvais bien. Qui à l'origine, je pense, est innovateur, sympa. Le mec Glassman, je pense qu'il est... assez visionnaire, il était bon. Même si lui, a priori, a pas mal de problèmes physiques et qu'il est pas du tout en forme. C'est pas une bonne vitrine, en tout cas. D'accord, ok. Lui, je l'ai... Vraiment, de ce que j'en ai lu... Mais dans la tête, le mec est hyper intéressant. Les concepts, les idées qu'il a, sont très, très intéressantes. Après, quand on commence à te parler de la façon de manger, tout ça, là, je zappe. Ouais, bon. Mais après, c'est vrai que souvent, on associe, quand on est dans l'optimisation et tout ça... Tu fais du sport, bien sûr, on se dit il faut optimiser à côté la nutrition, tout ça. On est d'accord. Et c'est vrai qu'il y en a, toi tu as une chance où ça impacte, si ça impactait peut-être ta composition physique, j'aurais peut-être tout pas ça, effectivement ce discours. Mais même tu dis là, t'as fait une hypo parce que t'as pas mangé avant et tout. Du coup, moi je trouve ça surprenant que tu te dises pas, tiens, ça fait chier quand même, là, je me gâche un peu mon entraînement, je suis en hypo, tu vois. Pourquoi? C'est parce que parce que je suis très dans le maintenant, un petit peu peut-être trop, mais dans l'instinct. Dans l'instinct, je me suis dit, écoute, j'ai fait une bonne séance cette nuit. J'aurai un petit Insta demain. J'ai fait une bonne séance cette nuit et j'aurais pu tout à fait me passer de m'entraîner avant de venir te voir. Donc je vais me rentraîner cette nuit, normalement, si j'ai le temps. Mais je me dis, bon, allez, j'ai un petit créneau, j'ai une petite fenêtre. Ma femme n'est pas là à la maison, allez, c'est parti. Qu'est-ce que je peux faire en peu de temps? Alors, j'avais le choix entre justement faire un petit peu d'animal flow, etc. Mais dans un élan de jeunesse, je me dis, allez, on va faire un petit Tabata. C'est parti, j'ai pris la masse belle, mais un Tabata original. Tu vois, avec des exercices d'accélération sur du mou, des gros tapis d'IMA, enchaînés avec des mouvements, un petit peu de coordination avec les masses belles. Et sur les 10 secondes, c'était un travail plus relâché de 10 to 10, tu sais. D'accord. Et c'est monté tellement vite que, voilà, bim. En même temps, j'ai plus 30 ans. Mais tu sais que le vrai... Mais voilà, c'était instinctif. J'avais envie de le faire, je l'ai fait. J'étais jusqu'au bout quand même. Mais je me suis dit, waouh, Christophe. T'aurais dû manger. Et t'aurais dû manger un petit peu avant et peut-être des choses plus adaptées. Mais le fait d'être déjà en horaire de nuit et tout, c'est déjà... Alors je m'y retrouve. Je m'y retrouve sur horaire de nuit. Alors attention, parce que déjà, comme je te disais, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Mais je m'y retrouve parce que quand je peux, je fais toujours un entraînement très intime la nuit. Je mets pas d'intensité. C'est pas à 2h du matin que tu vas envoyer. Au niveau des hormones, t'es au plus bas. C'est pas là, quoi. Et je refais un souvent le midi ou le soir quand je suis à la sauce avec quelque chose de plus qualitatif où j'en vois un peu plus. Et dans ce compromis-là, franchement, ça passe. Ça passe super bien. Mais parce que certainement, ça correspond à mes cycles, hein, tu sais, de sommeil. Bah, le corps s'adapte, mais dans tous les cas, moi, en tout cas, de ce que j'ai lu et entendu, c'est vrai que quand t'es pas sur les rythmes circadiens naturels, à mon avis, je tire quand même éveillé pendant qu'il fait jour et en train de dormir pendant qu'il fait nuit, c'est ça, sur le plan hormonal, ça a souvent un impact négatif, quoi. C'est pas bon. Ça plus le fait que au-delà de ça, tu dors pas suffisamment. Souvent, tu vois, je pense que tu passes à côté de ton potentiel, tu vois, au final. Mais certainement. tu t'en sors bien comme ça, mais tu pourrais... Parce que souvent, tu vois, tu dis... puis tu sais ce qu'on est sur le cordonnier. Mais tu vois, tu dis 4-5 heures, j'ai pas besoin de plus. Mais si, Mais en réalité, si tu faisais 7-8 heures, tu serais sans doute beaucoup mieux, tu vois. Mais t'arrives à t'en sortir avec 4-5 heures et à fonctionner correctement. Mais c'est vrai que... ça me permet, tu vois, de pas être en dehors. Le problème de la nuit, c'est qu'il faut pas être en dehors non plus. Si tu te mets à dormir et que tu te lèves, il est 14 heures... Tu manges, machin, et c'est presque l'heure de retourner au boulot. Non, ça, je veux surtout pas. Après, quand t'as des enfants, machin, t'as pas le choix. Bah oui. Mais pour l'instant, c'est vrai que ça tient. Je pense que je ferai pas ça non plus encore trop d'années. C'est comme les entraînements 2 fois par jour. Tant mieux s'ils sont de qualité, bien gérés. C'est pas non plus ce que je recommande. C'est pas possible pour la majorité des gens. Non. Il faut que ça reste des petits entraînements bien ciblés, etc. C'est des entraînements courts et différents, tout ça, qui vont travailler des qualités différentes, ça peut passer. Mais tu sais que moi j'avais, parce que le Tabata, je l'utilise aussi, mais le vrai Tabata sur le vélo à 100%, 130, tout ça, 127% ou 130%, je sais plus. Moi personnellement, j'ai essayé plusieurs fois, j'ai jamais tenu les 8 cycles. Jamais. C'est énorme. Quand je me mets 20 secondes à fond sur le vélo, je donne fond. Et 10 secondes de respiration. 1 seconde déjà. au bout de 3 fois. Voilà, et il faut renvoyer. Non.
Là, au bout de 3, je le tiens peut-être 3 fois, 4 fois, j'ai peut-être fait une fois, mais après, j'ai une chute de performance. Et je sais pas, j'y arrive plus, quoi. Et ton cœur, il est. Mais c'est vrai que du coup, on utilise beaucoup le Tabata. Mais pas comme ça a été créé au départ. Il est détourné. Ça reste hyper pratique et moi je l'utilise dans mes cours et tout ça et moi je le fais aussi. Tu peux le faire avec tes KB, etc. Voilà. Quand tu maîtrises bien la posture, hein, c'est toujours pareil. Mais tu vois, parce que théoriquement c'est sur des mouvements où tu vas vraiment pouvoir te donner à fond. C'est du cyclique. Et par exemple sur des KB, ça va pas être. Tu vas pas pouvoir pareil, des fois... même à la barre, du snatch, tout ce que tu veux. C'est pas cyclique. Il y a des coupures dans le rythme, il y a des mouvements normalement où tu dois freiner. Ça s'y prête pas, logiquement. C'est ça, il faut un truc que tu puisses reproduire très vite, tout de sans avoir besoin de faire trop attention aux mouvements non plus. Que ça reste des mouvements assez basiques, tu vois. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur ça, sur le cardio au sac de frappe, où parce que moi j'ai fait des tests. Et justement, je me suis fait du Tabata, mais du Tabata libre au sac, tu vois, et tout ça. J'étais avec le cardio-fréquence mètre et tout. J'ai enregistré beaucoup de séances. Et en Tabata comme ça, j'ai du mal à me mettre dans le rouge, sur du libre en tout cas. Tu vois. Par contre, si je me dis, allez, tu fais tout le temps tel enchaînement, bam, 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 et sur 20 secondes, pleine patate et tout, là, je vais réussir à me mettre dans le rouge, tu vois. Et même, j'arrivais mieux à me mettre dans le rouge sur... parce que je travaille souvent, moi, les 2 gardes, tu vois, mais... 1 minute dans la même garde, à fond, tout de suite je change, je fais l'autre minute, je prends 1 minute de récup, et là j'arrivais à me mettre encore plus dans le rouge qu'en faisant mon Tabata, tu vois. Alors que sur le moment, tu dis, putain, les 20 secondes, tu y vas vraiment à fond, et en fait, 2 minutes avec peut-être une intensité un peu moins élevée que dans le Tabata. Dans la gestuelle en tout cas, mais ça t'amenait plus haut en fréquence. Mais en fait, ça m'amenait plus haut en fréquence cardiaque, tu vois. Enfin, moi, c'est ce que je l'ai pas testé. Tu l'as constaté en tout cas. Je l'ai constaté sur moi. Faut le tester sur plein de gens pour pouvoir en tirer une vraie conclusion. Mais bon, voilà, j'aime bien dire aux gens, voilà moi ce que j'ai constaté, testez, puis vous verrez bien si pour vous c'est pareil ou pas. Exactement. Tu vois, parce que je coach des gens et tout, mais ils n'ont pas toujours un cardio-fréquence mètre. Bon, ça, voilà. Donc pour plein de raisons différentes, j'ai pas pu le tester sur d'autres personnes que moi réellement. Faire à suivre. Mais voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est ça, c'est que tu fais une vidéo et c'est comme si tu dis, allez-y, testez, puis vous verrez bien, tu vois. Voilà. Et j'ai eu quelques retours de personnes qui m'ont dit, c'est vrai que j'arrive à monter plus en restant sur un même enchaînement. C'est beaucoup plus dur. Parce que tu te sens, tu vois, sans le savoir, tu vas te créer des petits enchaînements qui vont te permettre de récupérer et tout. Voilà. Alors que tu dis, tu prends le même, Et le fait de prendre le même mouvement tout le temps, ça te permet tu n'as plus à réfléchir sur le mouvement, tu as ton mouvement et tu te donnes à fond sur la durée que tu as choisi, quoi. C'est bon, un travail au sac. Hélas, moi, j'en ai qu'un seul, mais j'ai des boucliers, je les fais beaucoup travailler aussi sur les frappes. Alors c'est pareil, les frappes, faut faire très attention parce que faut bien travailler sur la libération de la hanche, etc. Mais là, c'est plus des coups de pied de footeux qui te donnent là-dedans et puis il faut faire mal en plus. Donc, mais quand tu intègres ça, c'est génial. C'est génial. De toute façon, les sports de combat, les arts martiaux, ça fait bouger le corps sur quand même pas mal de plans différents. Toi, tu parlais d'être toujours sur le plan sagittal. Bon, bah, tu fais de la boxe, tu as quand même pas mal de rotation. Tu fais du kick, tu as les coups de pied, machin, tu vois, ta colonne, elle va travailler sur différents plans. Tu as des extensions, des flexions. C'est ça que j'aime, moi. Pour moi, c'est ça la définition pour moi du cross-training que j'avais écrite, que je m'étais faite déjà en 2010. C'était vraiment l'entraînement donc croisé, à la fois des qualités physiques, parce que pour moi, c'est important pour pas que ça soit du circuit training, justement. Le circuit training, souvent, te développe une qualité, souvent l'endurance de force. Mais voilà, c'est dans ta séance, tu dois mixer déjà les qualités physiques. Donc, tout ce système de phase, pour moi. Mais pour moi, ce qui était le plus important, c'était le mélange des activités sportives aussi. Donc, tout croisé. Donc, ne pas faire que lever des barres. Alors, on peut dire, oui, bon, quand je fais de l'haltérophilie et de la force athlétique, c'est de l'entraînement croisé. Il y a 2 sports différents. Les cousins quand même. Par contre, tu mets du snatch et derrière, tu travailles tes frappes au sac et derrière, tu fais un petit tour de piste. Ça y est, t'en as 3 là déjà. 3 réels. J'aime bien ce mix-là. Je pourrais vraiment plus refaire un sport. C'est impossible. Je pourrais pas. Après, bon, tant mieux. Hein. Il faut des hyper spécialistes, sinon, ce serait voilà. C'est dur moi, l'Ido Portal, j'adore. Je suis d'accord avec plein de choses qu'il dit. Et en même temps, la non-spécialisation, c'est compliqué d'atteindre un niveau d'excellence sans se spécialiser. Bien sûr. Mais et lui-même, il a fait 15 ou 17 ans de capoeira.
ce qui lui a donné une manière Bien de bouger, sûr. une base. Qu'il n'aurait pas eu sans voilà. la capoeira, qui est une activité déjà spécifique. Je crois qu'il s'était acharné pendant des mois et des mois sur l'équilibre à une main, Ouais. tu vois, où c'était un peu devenu une obsession. Donc, il a dû forcément passer par des phases de spécialisation. C'est obligé. Après, lui recommande la non-spécialisation pour, en fait, la santé, tu vois. Ouais. Parce que c'est comme ça, effectivement, que tu finis par avoir des traumatismes et créer des déséquilibres et tout, parce que tu reproduis tout le temps les mêmes mouvements et il y a peu d'activités qui et puis je trouve qui travaillent tout. Au niveau du processus, tu vois, cognitif, mental, faire toujours la même activité, même si tu la développes avec des mouvements, tu vois, des semi-techniques, des trucs dérivés, machin. Mais tu es toujours dans cette même logique, tu fréquentes toujours les mecs qui ont cette même logique. Tu vois, il y a un côté, pas consanguin, mais il y a un côté, je suis entouré des mêmes mecs que moi, quoi. Ça me saoule aussi. Bah oui. Tu vois, moi, ce que j'aime bien dans un repas avec des gens, bah, c'est de pas parler de sport. Alors les gens, tu sais, ils voient tout de suite aussi, t'as les bons avant-bras, les bons costauds, machin. Ah, tu fais du sport. Et ça vient, mais si on ne pouvait pas en parler, des fois, ça m'arrangerait. Et parler de toute autre chose. Et t'apprends aussi beaucoup de choses que tu peux même, toi, retransférer dans ton sport. Avec des mecs qui vont te parler finance ou des mecs qui vont te parler, justement, sur les animaux. Enfin, moi, parler que de sport, ça me saoule aussi. Donc, bon. Et il y a ce côté-là dans l'hyper-spécialisation. Mais oui. Tu t'aperçois que les gens, quand tu leur parles, les super spécialistes, à part les futurs entraîneurs, je vais pas dire, hein, mais qui sont plus ouverts et qui s'intéressent à d'autres choses. Ça commence par la physio, mais c'est plus. Tu peux avoir des discussions un peu plus ouvertes, soutenues. Sinon, c'est un chiant. Oui. Non, c'est un chiant, putain. Bah, c'est ça, surtout que ceux qui sont souvent hyper spécialisés, ils ne voient que par leur discipline et ils ont du mal à s'intéresser au reste, tu vois. Mais c'est vrai que j'aimais bien l'idée j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais d'Ido Portal, c'est les 3 zones d'apprentissage. Tu as la première zone où tu es dans la découverte. Et donc, c'est en fait, il parle de cette zone-là où cette zone, elle est trop peu présente dans beaucoup de sports. C'est-à-dire que tu es mis face à un nouveau mouvement, un nouveau problème à résoudre, tu vois, sur le plan moteur. D'accord. Après, tu as la zone 2 où tu es dans tu maîtrises, mais pas encore parfaitement. D'accord. Donc, tu es encore dans l'apprentissage. Dans le processus d'adaptation. Presque, pas encore perfectionnement, mais tu es presque dans le perfectionnement. Et la 3e zone, c'est le maintien. Oui. Tu vois ? Et il dit, la plupart des activités sont dans la zone 2 et la zone 3. D'accord. Tu vois c'est-à-dire que c'est du perfectionnement ou du maintien. Et cette phase voilà, et la phase de découverte et qui crée des nouvelles connexions synaptiques et qui te garde une sorte de perméabilité, même au niveau, tu vois, mental. C'est-à-dire garder une capacité d'apprentissage. Et c'est vrai que on la perd. Et du coup, moins on est challengé sur le plan moteur comme ça, et moins on devient bon à apprendre des nouvelles choses, tu vois. Et c'est vrai que ça moi, je m'étais dit, mais c'est vrai. C'est pour ça que moi j'ai commencé à faire des nouvelles choses. Alors j'ai toujours aimé les arts martiaux, les sports de combat. Je reste souvent dans mon milieu, mais déjà dans mon milieu j'essaie d'apprendre des nouvelles choses. Tu vois, ça fait 6 ans que je fais de la lutte et c'est une manière complètement de bouger, complètement différente de bouger, tu vois, que des styles de percussion. Et je me suis mis un peu aux acrobaties récemment et tout, tu vois, pour bouger autrement, tu vois. Et j'ai l'impression que ça complète un peu justement ce que je fais à côté, parce que c'est beaucoup de choses un peu en fermeture, tu vois. Tu boxes, en boxe, tu luttes, même le Wing Chun, on a les coudes resserrés, donc on a un peu de tendance à se fermer comme ça. Et je sens que je manque, tu vois, d'ouverture. Et alors, quand tu arrives dans un truc d'acrobatie, de gymnastique et tout, il faut tout ouvrir et tout ça. Bah, en fait, j'ai l'impression que ça me permet de corriger un peu, tu vois, ce manque-là. Et surtout, je me retrouve... je sais que c'est quelque chose... Moi, j'étais pas bon. J'ai jamais été bon en gymnastique quand j'étais petit. Les acrobaties, c'est jamais un truc qui m'est venu naturellement, tu vois. Là où tu as des gens, ils ont jamais fait un cours de gymnastique, mais ils vont te tenter un flip, machin, ils se mettent au bord de l'eau, ils partent en arrière. Tu vois, moi, j'ai jamais eu ce côté-là, tu vois. Elle explorait un peu Et moi, j'ai jamais eu ça. Et du coup, je me suis dit, tiens, allez, va sur un truc où t'es mauvais. Tu vois, va sur quelque chose où tu sais que tu vas galérer, parce que c'est là que tu vas en tirer le plus de bénéfices. Et que tu vas justement être confronté à des choses hyper compliquées pour toi, et tu vas en ressortir plus grand, entre guillemets, tu vois. Bien sûr. Tu vas te challenger, quoi. Voilà, c'est quelque chose de positif, c'est important. Mais sortir de sa zone de confort, comme on dit, il y a plein de gens qui fuient ça. C'est-à-dire que, et on le voit, par exemple, même dans le MMA, tu vois, il y a des gens qui... Si t'as un mec qui est champion de kickboxing
et qui se met au MMA, il y en a qui restent, qui sont jamais bons au sol parce qu'ils acceptent pas c'est une zone qui vont un peu fuir débutant et d'être mauvais, dans ce compartiment. de se faire un peu parfois humilier à l'entraînement. Voilà. Tu vas tourner ce qui est dommage parce qu'il part d'une logique d'ouverture. Tu peux être champion du monde de boxe ou de ce que tu veux et tu vas tourner avec une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, tu vas te faire plier dans tous les sens. Voilà. Et en fait, il y en a, ils acceptent même plus ça. Du judo vers le JJB. Hein. Moi, j'ai le souvenir des premiers gars de JJB qui sont arrivés, moi venant du judo, donc, qui pensaient être bons au sol, mais en tout cas assez bourrins. Et les mecs, ils tournent. Et là, tu dis merde, ils sont bons, il y a quelque chose quand même à tirer de ça. Et effectivement, il y a beaucoup de judokas qui se sont mis au JJB. Et le JJB, parce que debout, les mecs, comme des karatékas, ils tombaient tous, qui se sont mis un petit peu plus au judo pour être un peu plus fort debout. Et c'est cet échange-là qui est magnifique, qui est top. Et c'est ça, il faut avoir ce réflexe de se dire oh là non, là ça va pas, je veux rester, je veux continuer à me sentir bon, c'est bon pour moi, c'est bon pour mon ego. Tu vois, et l'ego. Non, mais c'est vrai que c'est pas toujours évident à faire accepter aux gens de se dire non, va faire ça, au contraire. Moi j'en ai parfois dans mes cours d'essai, tu vois. C'est exactement ça, se sortir de la zone de confort. C'est pas forcément mettre des processus, tu sais, d'entraînement qui t'amènent tout là-haut, où c'est sûr, il faut mettre de l'intensité de ce que tu fais. Le fameux no pain, no gain, là, moi, ça me saoule ce truc-là parce que c'est quelque chose qui te retire complètement ta cervelle. Mais là, on est dans la zone d'inconfort, c'est de se dire, ok, je suis dans une zone là que je maîtrise pas trop mal, je vais l'explorer un petit peu à droite, à gauche, me mettre dans une position d'apprenant, et je vais me faire tordre par lui. Putain, il est ceinture orange, le mec, il me tord. Et pareil, en athlé, le mec, il a un super travail de foulée. Il a 14 ans et il met 20 mètres sur un 5 mètres, c'est pas normal. Donc je vais travailler ça. Ça, c'est la zone d'inconfort, c'est de se remettre en question et d'apprendre toujours. Mais pour moi, je suis plus dans une notion d'apprendre au niveau de la gestuelle, de la maîtrise corporelle, plus que dans la performance en elle-même. C'est ça, Mais c'est une zone d'inconfort aussi. Et je sais, moi, là, j'étais un peu déçu. Ça m'arrivait quelques fois d'avoir des personnes en cours collectif, surtout au kick. Bizarrement, alors que le Wing Chun, c'est beaucoup plus compliqué, mais... j'ai eu 2 femmes là il n'y a pas si longtemps à un intervalle, c'était pas venu ensemble, mais l'idée de faire du kickboxing ça leur plaisait. Elles sont venues, elles ont eu du mal sur le plan moteur, tu vois, c'était même pas de prendre des coups quoi que ce soit parce que les cours ils sont bien faits. C'est fait pour que non plus il soit pas. C'est pas tu vois, enfin l'idée de je vais prendre des coups, je vais me faire péter le nez, ça c'est n'importe quoi. Mais et j'ai senti, tu vois, je leur ai dit, et je leur ai souvent là, à la fin du cours je leur ai même dit, je dis non mais c'est justement en faisant des choses dans lesquelles tu vas pas être à l'aise, que tu vas forger ton mental et que tu vas ressortir meilleur, tu vois. Et elles sont pas revenues. Elles sont pas revenues et tu vois, j'ai senti que le fait d'avoir du mal à faire les mouvements, ça les crispait et c'était déplaisant pour elles. Et du coup, si c'est pas plaisant, je vais pas le faire. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Après, tu as plusieurs catégories de personnes. T'en as, tu pourras leur dire ce que tu veux. Devant leur télé, à manger des chips, et puis voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Mais on est toujours dans cette société de plus en plus du côté immédiat du truc. Puis c'est peut-être dire, mais il va peut-être falloir que j'y retourne plusieurs fois pour progresser de ça. Et encore plus pour progresser de ça, et j'ai pas le temps, et j'ai pas ceci, et je veux tout de suite être comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Mais ça te met face... ça m'arrive quand même régulièrement. Des fois, j'ai des élèves, alors ils ont la bonne réaction, mais ça les met face à leurs problèmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui disent, en fait... j'ai vraiment une mauvaise... Il y en a qui disent, j'ai vraiment une mauvaise coordination, en fait, tu vois. Et je leur dis, c'est bien, tu vas pouvoir progresser. Exactement. Et tu vois, bonne nouvelle, tu t'en es rendu compte maintenant, et tu vas pouvoir faire quelque chose pour changer ça, quoi. Et il y en a d'autres, en fait, non, ils veulent pas être confrontés à l'échec. Non. Alors après, il y a le sentiment, peut-être, il y en a certains, tu sais, qui sont soit de supériorité, soit d'infériorité, et par rapport à... Soit c'est, je veux pas, je refuse le problème. Ou à l'inverse, je vais attaquer le problème, mais d'une façon beaucoup trop extrême, démesurée. Il y a de tout. C'est marrant. C'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aime bien dans les sports d'une manière générale, c'est que tu peux pas te cacher. Non. Tu vois. Et souvent, ta personnalité profonde, elle ressort. Tu vois. Et il y en a, en fait, d'un seul coup, tu as un truc qui ressort et ils acceptent pas ce qui ressort. Tu vois. Et ils vont se dire... soit ils se disent, je me croyais pas comme ça, mais ils se disent pas... Je vais changer, je refuse d'être comme ça. Ils préfèrent ignorer, dire non, bon, tu vois. C'est vrai. On va enterrer cette expérience-là. C'est vrai que le sport et le stress, on retrouve aussi au niveau des polices,
le sport où tu te mets justement un petit peu en danger et le stress où si tu te loupes physiquement, si tu veux. Ouais. Ça révèle les personnalités. Ça, Ouais. c'est vrai. C'est indéniable. Et on change. Moi, tu vois, tu m'as un petit peu demandé certaines questions sur ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. J'ai parlé de la moto en disant que moi, c'est vraiment une passion. Mais le deux roues, hein, ça peut être autant, tu vois, je suis vraiment pas dans le clivage. Je suis autant peut-être scooter, maxi-scooter que moto. C'est très large. Tout ce qui a deux roues, j'adore. Ouais. Et même la nouvelle 3 roues de chez Yam, là, je sais plus quoi. Là. J'ai pas vu ça. Moi, je suis en MP3, mais... Ah ouais, ils ont sorti un truc de fou, Yam. Ah ouais. Enfin bref, moi, tout ça, j'adore. Mais j'ai eu la chance de faire un petit peu de piste, tu sais. Ouais. Et bon, c'était avec ma bécane. En plus, elle était full et tout. Bon. Et autant j'adore ça. Je suis même persuadé que pour moi, la course moto, c'est le sport le plus tripant du monde. Ouais. C'est génial. C'est le top du top. Tu peux mettre ce que tu veux à côté. Non, voilà. Ouais. Une piste, une bécane qui envoie. C'est ce qu'il y a de plus tripant. Mais j'ai commencé assez tard, si tu veux, avec les conseils d'un ami, les bons conseils. Et entre-temps, il y a eu les enfants. Entre-temps, tu vieillis. Et il y a la peur quand même. Ouais. Tu sais, il y a des gens, ils ont cette faculté de poser le genou, le coude, ce que tu veux tout de suite d'entrée de jeu. Tu t'aperçois que dans la vie, ils sont encore un peu foufous, il n'y a pas les enfants. Ouais, ça, ouais. Et moi, j'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup plus de temps. Et je me dis, mais putain, mais bébelle, quoi, allez, vas-y, envoie. Et cascade. Et ça a mis du temps. Énormément de temps. Et j'avais beaucoup de freins psychologiques. Parce que c'est pas des conneries. Il y avait ces flashs, tu vois tes enfants, tu as envie de les revoir le soir. Ouais. Alors la bécane, qu'elle se couche par terre, c'est toi qui vas aligner les billets, c'est pas très grave. Mais il y a cette peur le physique. Risque de l'intégrité physique. Et on évolue comme ça. Et plus on vieillit, j'ai l'impression que plus on a un peu peur. Donc, mais je pense que on a... quand tu as une famille, tout ça, en fait, tu as des enjeux qui sont différents. Ouais. Et du coup, Moi, c'est de la folie dehors. Hein, je mets un pied dehors et je suis en mode... Steven Seagal, je vois le mal partout. Alors c'était déjà avant le cas, c'est un peu une déformation professionnelle. Mais j'ai des yeux vraiment partout, j'analyse tout le monde. Je suis jamais dans un truc complètement relâché, la vie est belle. Et ça, c'est de la peur aussi. Hein, c'est de la peur ou c'est le vécu. Oui, parce que ça va tellement vite. C'est comme ça, encore chez Joe Rogan, il y avait un ancien combattant de l'UFC, Tim Kennedy, qui est un béret vert et qui a re-signé pour repartir et tout ça, qui a des enfants, mais qui est un peu dans le délire, quoi. Qui est un peu, il est un peu fou quand même. Il fait des trucs où il risque vraiment sa vie. Il y a une émission de télé là, qui doit sortir prochainement où il se remet dans les pires situations de différents jobs. Un avion en crash qui termine en feu. Pour vraiment des risques, quoi. Et voilà. Mais il expliquait que justement, dans son quotidien, il a toujours son petit sac avec son flingue, ses 2 chargeurs, le kit de survie, machin et tout. Quand il va dans une nouvelle ville, il regarde... les statistiques de crimes, quel type de population il y a. Voilà. Il expliquait comme ça, s'il doit y avoir 60% d'hispaniques et que je suis dans un endroit qu'il y en a 90% ou alors il y en a que 10%, et d'un seul coup, je vais commencer à dire tiens, là, je suis peut-être dans un endroit spécial, il faut que je fasse attention. Je vais au supermarché. Je me mets pas dans le parking, au fond du parking, parce que c'est là où il y a le plus souvent des deals de drogue et tu peux arriver au mauvais moment. Mais et ça c'est peut vrai. Tu vois, et il vit comme ça, en fait. Je vais dans un endroit avec un pote, on s'amuse à regarder... Tu peux pas me demander l'heure ou quoi que ce soit dans la rue. Enfin, si tu peux, mais je vais adopter une attitude qui fait que je sais que ça peut arriver derrière, que ça peut arriver de devant. Je vais adopter une attitude corporelle où le mec, je sais qu'il va se dire, mais il est con lui ou quoi, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est de pire en pire. Alors, c'est une déformation à la fois professionnelle, et après aussi, on vieillit, et c'est peut-être de la peur, mais en tout cas, tu vois le mal partout. Moi, je vois le mal partout. Et j'ai plutôt maintenant, et heureusement j'ai ma femme qui... Je te disais que je luttais toujours contre mon égoïsme aussi. C'est un peu le sportif de haut niveau, ils sont très égoïstes, et je lutte beaucoup contre ça. Mais c'est pareil, je lutte aussi contre le fait de me dire les gens sont cons. Et j'ai cette tendance à, quand tu regardes un petit peu, alors faut pas non plus regarder BFM TV, parce que ça te rend compte toi, mais à me dire, putain, mais l'humanité, plus ça va, plus je trouve les gens cons. Qu'ils soient jeunes, vieux... Alors, il faut lutter contre ça. En plus, on parle d'ouverture d'esprit, etc. depuis tout à l'heure, bien sûr. Mais heureusement que je suis bien entouré. Il y a mes enfants qui sont, ils sont dans l'innocence. Il y a ma femme aussi qui, pourtant, tu vois, c'est une Corse qui a tendance... tu vas me mettre une claque, mais pas deux. Après, c'est... mais il faut être bien entouré. Moi, j'aurais tendance à être très pessimiste et très négatif, tu vois. Heureusement c'est ton expérience après sans doute qui fait ça. Sur les gens, sur le...
Après, c'est vrai que moi, personnellement, je regarde quasiment jamais les infos. Parce que je trouve que justement, ça te met dans un état d'esprit de négativité. Au-dessus, là. Et il y a, bien sûr, aux infos, c'est rarement des bonnes nouvelles. Donc, Et puis, d'un seul coup, ça te met dans une sorte de paranoïa et ça te met surtout dans un état d'esprit qui est pas de la positivité, tu vois. Ah non, au contraire. Hein. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours aussi une méfiance un peu dans la rue parce que voilà, j'ai grandi dans un endroit où il fallait faire un peu attention. Et j'ai gardé un peu ce réflexe-là. Mais enfin, moi, je trouve tant mieux. Mais moi, je suis plutôt dans le... Alors, c'est pas que j'abaisse ma méfiance, mais je suis plutôt dans le sens inverse où là où je suis content, je sais que... je sais pas si c'est un truc d'être un peu plus sage ou quoi, mais maintenant, il y a plein de choses qui passent, ou avant, tu vois, les regards, les mecs qui essaient de te provoquer. Oui, même au volant, j'ai complètement changé, tu vois. Tant mieux, mais c'est vrai. On me fait une queue de poisson, maintenant, Allez, vas-y. Voilà, j'ai autre chose à faire, je m'en fous, enfin, tu vois. Et maintenant, je suis vachement plus zen, entre guillemets, tu vois. Et je suis assez content de ça parce que finalement, c'est pas agréable de monter tout de suite en tension. D'être toujours le mec qui te provoque, tu y réponds et tout. Et en fait, tu vis pas. En fait, voilà. Et après, tout dépend. Bien sûr, il y a des jours où tu es plus ou moins enclin à... Et puis, à certaines fois, tu peux pas laisser passer certaines choses. Tu peux pas, mais je pense que effectivement, passé sur un niveau au-dessus. Ça, j'en parlais beaucoup. J'en parle dans les vidéos encore quand je fais de la self-défense. Le premier truc, ce qui manque le plus chez les gens, c'est la vigilance. La vigilance, l'attitude. Ouais, t'as vu, hein. Mais oui. Et là, dans la vie, on a souvent ce qu'on mérite. Et même très souvent, voire tout le temps. C'est même Belmondo qui disait ça. Et on a souvent ce qu'on mérite, et notamment... Alors, tu mérites jamais de te faire agresser. Non. Ça, c'est sûr. Mais si t'as été à te faire agresser, jusqu'à te faire agresser, c'est qu'il y a eu des défaillances. Dans ton attitude, dans ta façon de faire. Je parle de homme à homme. Hein. Je parle pas non plus du mec qui va prendre la première demoiselle de... Ouais. T'as pas regardé le mec comme il fallait, t'as pas eu la bonne attitude avec tes mains, t'as pas cherché à éviter intelligemment le conflit. Mais c'est pareil après dans le boulot. T'en as dit, ça m'est tombé dessus encore, ils me font chier, machin. Souvent, faut observer et tu t'aperçois que dans la vie, tu récoltes ce que tu mérites. Quand même. Même si tu t'es fait marcher dessus, etc., fallait pas te faire marcher dessus. Et il fallait pas te faire marcher dessus intelligemment. Faut pas non plus sortir, bomber le torse, machin. T'en as des comme ça dans le boulot. Toujours en train de gueuler, toujours. C'est pareil, eux, ils finissent seuls. C'est des gens qui finissent seuls. Mais voilà, c'est juste ça. Faut. Bah c'est vrai qu'après, bon, quand tu regardes dans le métro, parfois il y en a, c'est juste pas de chance. Ça peut être un manque de vigilance. Mais c'est-à-dire qu'il y en a, c'est des vrais prédateurs. C'est-à-dire que ils sont bien organisés. Un mec qui fait une diversion devant. C'est terrible. Et voilà. Et en fait, parfois, il y en a, c'est même pas de la vigilance, c'est aussi soit de la naïveté ou du manque d'expérience. De la naïveté, comme tu dis, Mais bon, alors on peut reprocher à quelqu'un d'être naïf, mais en même temps, il sera sans doute moins naïf la prochaine fois, tu vois. Faut espérer, mais en l'occurrence, non, je crois que la société actuelle, c'est plutôt sauter la boboisation, à tout pardonner, et à se dire, écoutez, faut les comprendre. Il m'a agressé, mais attends, moi, j'ai un salaire. Non. Bah, parfois, ceux qui sont agressés, sur le moment, ils pensent plus comme ça. Non. C'est jusqu'à ce que. Tu vois je raconte, je sais pas si j'avais déjà raconté cette histoire, mais moi, ça m'avait un peu fait halluciner. C'était, on avait été faire avec ma femme et des amis de ma femme un escape game. Je sais pas si tu connais. Voilà, c'est une pièce. C'est pour mes enfants, mais pas pour moi. Mais pour les adultes, c'est sympa aussi, ce qui paraît. Nous, on en a fait plein de fois. On adore ça, mais c'était sur les grands boulevards à Paris, dans des quartiers plutôt sympas et tout. On sort, on est sur le trottoir, avant de se dire au revoir, on discute, on est 7-8, tu vois. Et puis il y a un mec qui passe sur la rue juste à côté de nous avec une capuche, tête baissée, qui passe à côté de nous. Déjà, moi, je l'ai tout de suite vu. Et qui revient, tu vois. Et là, il vient vers nous, tu vois. Donc, du coup, moi, j'ai tout de suite poussé ma femme et je me suis mis devant. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a, machin et tout. Déjà, il a vu dans ton attitude. Voilà. Ça allait pas se passer comme il voulait. Et le mec disait, pense à un nombre, je sais pas quoi. Je fais, non, je suis en train de parler avec les amis, laisse-moi tranquille. Hein. Mais vas-y, pense à un nombre. Bon, bref, j'ai été un peu agressif avec lui. J'ai pas été méchant, mais j'ai été ferme. Et je lui ai demandé gentiment de s'en aller, tu vois. Le mec voulait pas. Il a commencé à mettre la main dans la poche, tu vois. Allez, premier. Moi, voilà, j'ai dit attention parce que moi, je sais qu'on n'a pas le droit théoriquement, mais j'ai une matraque télescopique sur moi la plupart du temps. Je lui fais, sors quelque chose, je vais te sortir quelque chose, ça va pas te plaire, tu vois. Et les autres étaient complètement médusés, tu vois, de la scène, tu vois. Et quand, ça s'est fini comme ça s'est fini, le mec a appelé d'autres au téléphone, a dit, tu vas voir, tu vas te faire défoncer la gueule et tout. Après, quand on en a discuté, ils m'ont dit, mais pourquoi t'as été si agressif
Enfin, en fait, ils ont dans leur tête, c'est moi qui avais été agressif et ils ont absolument pas compris la scène qui s'est passée. Il y a un décalage. Voilà. Il y a un décalage énorme. Les mecs n'ont pas compris que si t'étais pas intervenu. Hein. Mais eux, ils l'avaient pas vu. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu passer une première fois, je l'ai vu revenir. Eux, ils n'ont absolument rien vu, tu vois. Et moi, ça m'a fait halluciner, quoi. J'en fais, mais vous avez absolument rien compris à ce qui se passait, quoi. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être qu'ils venaient pour rien. J'en sais rien. Mais en tout cas, la vigilance, tu vois. Le principe de base, c'est non. Voilà. Et l'attitude que t'as, c'est pas, le mec, il vient te voir et te demande. Des fois, t'es surpris, je te coupe un petit peu, mais c'est vrai que des fois, on est surpris par l'attitude de certaines personnes. Et là, j'en reviens, tu sais, sur le côté no pain, no gain. Le mec, c'est un guerrier. Non, un guerrier, pour moi, c'est quelqu'un qui combat, c'est tout. Hein, tu peux avoir le meilleure performance de ce que tu veux dans n'importe quel sport. Le guerrier, c'est un mec qui se prend des coups, qui en donne. Et voilà, guerrier, c'est tout. Sport de combat. Et souvent. Encore que. Oui. Tu vois, la notion de guerrier pour un. Même si ça peut motiver, aider et tout. C'est pas la même chose un guerrier d'aller combattre sur un ring ou sur une cage que d'être dans un environnement bien d'être en Afghanistan. Mais complètement. C'est pas la même chose. Il faut qu'il y ait cette vraie notion de combat et de risque. C'est ça le risque est pas le même. Il y a un degré de risque, mais tu risques pas réellement ta vie normalement. Mais ça c'est parce que je rebondis souvent dans les commentaires. T'es un guerrier, machin. Non, t'es pas un guerrier. T'es bon, mais t'es pas un guerrier. Et moi j'ai toujours été surpris par des personnes au niveau du boulot, hein. Tu vois, les mecs, c'était des collègues, c'était plutôt des mecs qui plaisantaient, mais sport de combat parce qu'il faut en faire des fois de temps en temps, mais pas du tout dans ce délire-là. Mais quand il fallait y aller ou quand il fallait réagir à des attitudes de stress ou d'agression, les mecs, ils étaient là. Hein. Alors même si techniquement, c'était pas ça, mais ils étaient là, tu peux compter sur lui au bon moment. Et le mec qui avait un tour de 47... Et je dis 47, j'ai pas de notion de mesure, mais ou alors qui était vraiment dans la notion, tu sais, auto-centré, machin. Le mec, c'est bizarre, mais c'est à ce moment-là qu'il est parti chercher le truc et qu'il a mis 10 ans à revenir avec la gaz. Il était plus là, c'est bizarre. Ou alors il était là. Non, mais il fallait que je tienne le mec au sol, tu sais. Les combattants, c'est pas souvent ceux qu'on. Non, mais c'est pas pareil de se battre sur un ring avec un arbitre et tout ça que de se battre dans la rue. Rickson Gracie disait souvent ça. J'aimais bien Rickson Gracie. Voilà, et lui, il disait, moi, je préfère me battre 1000 fois avec un arbitre que me battre une fois dans la rue. L'enjeu n'est pas du tout le même, quoi. Et c'est vrai que c'est cette notion-là d'enjeu qui change tout, qui change complètement tout, quoi. Mais c'est vrai que, pour rebondir sur ça, la notion de guerrier... Les gens, ils adorent. Ils aiment bien, tu sais, on est dans la valorisation. Mes soldats, mes guerriers, machin, tout. Bon, ça plaît, mais en réalité, ça peut être presque irrespectueux envers les mecs qui le sont vraiment. Qui prennent des gros risques. Tu vois, et voilà. C'est, je pense que c'est un moyen parfois d'automotivation. De dire, je suis un warrior, j'y vais, machin et tout. T'as raison, ça peut mais ça n'a rien à voir. Il faut savoir raison garder. C'est ça. Ça marche. Écoute, je pense qu'on va conclure pour aujourd'hui, mais on pourra se refaire un deuxième épisode. On a balayé large, voilà, je pense. Hein, on a balayé assez large. Du coup, moi, je mettrai des liens vers tes bouquins pour les gens si ça les intéresse. Alors, c'est chez Amphora. En tapant, tu sais, Christophe Pourcelot sur Internet, tu les as tous. On les trouve, ils sont sur Amazon aussi, j'avais regardé. Voilà, 1 et 2. 100% cross-training, méthode impact. J'ai fait un bouquin sur les livres au sangle de suspension. D'accord. Entraînement au sangle de suspension, qui marche encore très bien. Super pratique parce que tu peux voyager avec, tu les emmener en vacances, tout ça. J'avais découvert ça, c'est un collègue qui m'avait fait découvrir ça en 2009, un truc comme ça. Il n'avait pas des TRX, la marque TRX n'existait pas encore en France. Il avait ramené les États-Unis. C'est génial. Il y a ça, qu'est-ce qu'on a. J'avais fait un bouquin aussi qui s'appelle Impact 357 sur la préparation physique en interne, donc tout ce qui est police, pompiers, mais comment y rentrer. Et à l'intérieur, comment passer les trucs en interne. Avec Robert Paturel, je crois, non? Voilà, Robert Paturel avait fait plus une partie préparation mentale, on va dire. D'accord. Et de l'intérieur, lui, il essayait de donner des petits conseils pour dire voilà ce qu'on attend des mecs. Faut pas arriver en disant ah non, moi je suis champion de ceci ou de cela. Ça passe mal. Hein. Tu peux être un super sportif et jamais être pris. Hein. Et moi, je m'occupais, on a 1 an de préparation physique pour intégrer justement la FEPN. C'était du gros boulot, hein. Je m'étais vraiment cassé la tête. Je sais qu'il y a des gens j'ai un de mes élèves qui m'a contacté pour me demander des conseils, qui veut faire les pompiers d'ici 2 ans, tout ça, mais il me dit qu'est-ce que je peux faire en prépa. Là, et on tout. est dans la prépa sur de la vitesse, mais du truc concret, attention, c'est pas l'universitaire. Hein. Oui, mais c'est du concret, ça marche, et puis voilà, on n'est pas dans l'optimisation pour gagner un dixième. Voilà. Et quoi d'autre? Après, on a eu Hit. Alors, Hit, je suis pas l'auteur principal, on m'a contacté en tant que co-auteur.
Ouais. Et c'est Maxence Vidal, l'auteur, qui avait pondu un très bon truc, mais avec du poids de corps. On a dit pourquoi pas rajouter du petit matériel aussi dans cette notion de 8. Donc on a fait ce truc-là qui marche très bien. Et puis là, la Bible de la musculation au poids de corps. Ouais, volume 1 et volume 2. Volume 1, c'est les mouvements. Que les mouvements. On a 500 pages de mouvements détaillés. Ouais. Justement, alors, on est dans l'animal flow, le parcours. Ouais. Le crossfit aussi, parce qu'il y a certains mouvements que j'ai piqués sur crossfit. Bien sûr qu'il y a on en revient toujours là, il y a du très bon. Hein. Et puis voilà, un univers comme ça. Et dans le tome 2, les programmes. D'accord. Puissance, explosivité, endurance de force, gainage dynamique, le core training, avec le haut, le bas, les niveaux de difficulté, etc. Et ce serait pas mal un jour, mais c'est du boulot, mais de faire des vidéos de ces bouquins aussi. Ouais, comme tu dis, c'est... Parce que notamment, tu vois, l'animal flow, il y a certains... Il n'y a pas mieux que la vidéo. Ouais, on se rend pas compte. Tu vois les étapes, mais parfois, alors, je dis dans les bouquins, dans les liaisons. Je dis, voilà, si ce mouvement vous intéresse, regardez sur YouTube les tutos, machin. Mais bon, pourquoi pas le faire soi-même aussi, hein, encore mieux. Alors, il faut énormément... C'est du gros boulot et je me sens pas du tout capable. Mais tu me les feras. Ouais, eh ben écoute... En tout cas, on pourra un jour essayer de se faire une vidéo aussi et tout ça pour la chaîne YouTube. Tu sais, moi, il y a des gens que j'apprécie par leur travail, hein, que je connais pas forcément. Moi, j'adorais tes premiers tutos de KB, parce que tu as une forme qui, pour moi, c'est la forme du KB. C'est gentil. Et c'est propre, c'est technique. Et puis voilà, tu es dans le milieu des arts martiaux, donc tout ça, j'aimais bien tes vidéos là-dessus. J'aime bien Christophe Cario, parce que pour moi, c'est un travail de qualité énorme. Après, il y a des préparateurs physiques qui sont très très bons. Là comme ça, Aurélien Broussal, etc. font du très bon boulot. J'aimerais bien l'inviter d'ailleurs, Aurélien Broussal. À un moment donné, je devais un petit peu travailler chez lui, tu sais, à Vincennes. Ça s'est mal passé, enfin ça s'est pas passé. C'était le contexte qui voulait ça. Maintenant, je trouve qu'il est un peu plus hors norme, tu sais, par rapport à d'autres préparateurs physiques. J'aime bien. Les bouquins qu'il a sortis, je sais plus quel est le co-auteur, mais la Bible de la préparation physique, ils sont costauds, ils sont vraiment bien faits, je trouve. Et des gens comme ça qui rendent les choses abordables et qui sont pourtant éminemment techniques. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien, plutôt que rentrer tout de suite dans l'universitaire. C'est ça, pour moi, c'est une qualité. Les gens, parfois, ils veulent, pour essayer d'avoir l'air plus expert, en balancer toujours plus. Utiliser des termes complexes, tout ça, mais en fait... On est tous pareils, hein, on va tous progresser pendant 5 ans. Et si tu n'arrives pas à faire comprendre aux gens facilement ce que tu veux leur transmettre, bah en fait, tu n'es pas un bon enseignant, quoi que ce soit que tu enseignes, tu vois. Donc ça sert à rien de vouloir... C'est ça la pédagogie, faut susciter l'envie, et puis après, quitte à ce que les gars... Il faut rendre moi, accessible. J'en ai plein qui me sont barrés, ils disent, bon, c'est bien, merci Christophe pour ce lot, tu m'as fait découvrir un peu le cross-training, mais moi, ce que je veux, c'est faire du crossfit, ciao. C'est parti, bah tant mieux, si tu as pu susciter une envie, alors pour aller à droite, à gauche, puis il y en a d'autres qui arriveront, et puis c'est comme ça. Puis après, moi, j'aurais peut-être plus l'envie, et puis ça sera autre chose. C'est la vie. Bon, et ben écoute, on termine sur ça. Merci, en tout cas, je te remercie. Super. Je te remercie. Et puis, on se fait une vidéo prochainement alors. Avec plaisir.